Aujourd'hui, j'ai mon chum Steph Castleman avec moi, qui est courtier immobilier, mais pas seulement courtier, il a son équipe de courtiers, 3 courtiers immobiliers qui travaillent avec lui. On a nos bureaux, un branding de feu. Stéphane qui a une histoire exceptionnelle, un comeback story qu'il a compté sur plusieurs podcasts. Parlant de podcast, il a son propre podcast qui est à plus de 60 épisodes, qui s'appelle le Pod Castleman. Puis aujourd'hui, je veux jaser avec Steph parce que je pense qu'on a un gagnant devant nous. Yes, sûr. Ben, merci, Matt, de me recevoir dans nos bureaux, à ton podcast, Mentalité de gagnant. Dans ta salle de podcast en plus. Dans ma salle qu'on a fraîchement redécorée pendant le temps des fêtes un peu. Ouais. Bonne année, mon gars. Hey, bonne année, mon vieux. Tu as passé des bonnes fêtes? J'ai passé des très belles fêtes en famille puis tout ça. C'est plus mort à l'immobilier dans ces temps-là. Fait que j'ai pu en profiter. Puis fallait que je me parle aussi. Je me disais, c'est mort, mais profite-en parce que c'est rare qu'on peut être en famille comme ça. Puis c'est un peu pour ça qu'on se lance dans l'entrepreneuriat. C'est pour faire des demandes de congés puis là, de stresser quand tu vas revenir puis tout ça. Fait que j'en ai profité. Une certaine flexibilité, oui. Exactement. Moi, c'était la première... tu sais, j'étais en voyage avant les fêtes, pendant une semaine en Arizona. Puis c'était la première semaine de congé que je prenais depuis 2019. Une vraie semaine, là, comme... J'ai eu des semaines, mettons, de congé à la maison, que je travaillais quand même un peu ou que je ne suis pas venu au bureau, mais une vraie semaine de vacances, ça faisait 4 ans que j'avais pas. 2019, 4 ans? J'avais été dans le sud en juillet 2019. OK. Puis c'était la dernière fois que je suis parti en congé. Puis tu as vraiment décroché là, dans ton voyage. Ah, vraiment? Ben, parlons-en, tant qu'à tu le sujet. Tu veux-tu commencer avec ça? Ben oui, ça va être le fun, c'est les vacances puis tout ça. Ouais. Ben, je pense qu'on peut faire, tu sais, définitivement, il y a un lien avec... Puis en passant, je te dis, je suis quand même flatté que tu m'invites sur le podcast Mentalité de gagnant, parce que, je veux dire, c'est tout le temps... Je pense que j'ai un bon mindset, mais là, que le monde autour de moi le voit aussi, c'est tout le temps... Ben, je pense qu'à la fin du podcast, avec notre discussion, le monde va clairement comprendre que tu es un gagnant. Puis un gagnant, c'est quand même subjectif. Là. On peut être un gagnant sans avoir atteindre des affaires incroyables juste par notre attitude. Ouais. Mais ouais, je suis vraiment content de t'avoir sur le podcast. Ou tu peux être dans les tops, mais avoir une attitude de merde. Je pense qu'on a un peu la même définition, toi puis moi, de c'est quoi un gagnant, c'est quoi avoir du succès, c'est quoi réussir. Hein. On en parlait là avant de rentrer en ondes. Ouais. En ondes. Tu dis ça en ondes sur un podcast? Non, en ondes, c'est à la télé. C'est quelle sorte d'onde qui va sur YouTube? Je ne sais pas s'il y a des ondes sur YouTube ou sur les podcasts. Ouais, non, ça ne serait pas ça. Non. Mais bref, pourquoi on parlait d'ondes? Ah, d'ondes? C'est quoi je m'en allais le compter? Sûrement par quelque chose par rapport à tes ongles. Mes ongles que j'ai coupés ce matin, justement. Non, c'est ça, le voyage. Oui. Le voyage, ça a représenté quand même beaucoup pour moi parce que moi, man, ma plus grande comme phobie, peur, c'est l'avion. Ouais. Mais pas l'avion en tant que tel. J'ai pas peur que l'avion s'écrase, mais c'est comme de ne pas être en contrôle, de ne pas être chez nous. Mm-hmm. Tout l'aéroport, le check-in, tout le genre, le tralala, le stress. Ça peut arriver d'une ville que je connais pas avoir d'auto, de juste pas être en contrôle. Ouais. Puis on a parlé des zones de confort, mais plutôt dans ton podcast, puis tu avais parlé d'agoraphobie. Ouais. Puis j'imagine dans un avion, ça doit être assez fort, ça. Ben, l'agoraphobie, c'est les grands endroits ou les foules, tu sais. OK, je pensais que c'était de ne pas avoir de porte de sortie. Ben oui, tu peux le catégoriser comme ça aussi, parce que quand tu es dans une foule, mettons, je sais pas moi, tu vois, j'aime ça aller voir des shows hip-hop des fois, mais si je suis sur le bord du stage, des fois, je suis comme, faut que je me parle parce que je dis, si je veux sortir... Là, en avion, à 40 000 pieds dans le ciel, même si tu trouves la porte... T'as un bon parachute. Ouais, c'est ça. Mais je pense que c'est le fait vraiment de comme pas être en contrôle puis pas avoir de porte de sortie, de me dire, OK, parce que, tu sais, l'anxiété, l'agoraphobie, c'est la peur d'avoir peur. Mm-hmm. Tu sais, c'est pas quelque chose qui est réel. Tu sais, c'est une peur d'avoir peur, mais c'est pas réaliste. Il n'y a rien qui est pour motiver cette peur-là, en fait. C'est ça. Tu sais, si tu vois, tu cours dans le jungle, tu vois un lion, bien là, tu peux avoir une vraie peur, ton corps va réagir parce que là, il y a un vrai danger devant toi. Mais tu sais, quand tu fais une crise d'anxiété, d'agoraphobie, tu as le même sentiment dans toi comme si tu étais face à face avec un lion, mais pour aucune raison. Créé à partir de rien. Juste... Exact. Ouais. Puis ça, tu sais, ça fait longtemps là, que je suis diagnostiqué avec ça. Mais ça pour dire que depuis 2019, je l'avais pris l'avion, puis ça avait bien été. Okay. Puis c'était la première fois de ma vie en 2019 que je l'avais pris, mettons, quand j'étais bien jeune. J'avais 13 ans, j'avais été en Europe, mais je faisais pas encore d'anxiété dans ce temps-là. Fait que ça avait bien été. Mais je me suis rappelé récemment que dans une de mes premières crises, mais je ne savais pas que c'était une crise d'anxiété, c'était en France, sur le bord de la plage. Ouais.
Puis je savais pas c'était quoi pantoute. Dans ce temps-là, c'était vraiment comme isolé, tu sais. Puis après ça, là, j'ai commencé à en faire à l'école. Puis... Fait que ça a été comme vraiment ton baptême, ou une de tes plus grosses, ça s'est passé en voyage. Ouais, mais je comprenais pas, tu sais, j'avais secondaire 2, t'as quoi, 14 ans. Fait qu'on était là pour le soccer, tu sais, j'étais avec mes amis de soccer d'école, puis bord de la plage, bang, je pense que je vais mourir, je sais pas trop. T'avais-tu genre fumé du weed ou quelque chose de même, ou t'étais bien à jeun? Ça... Je pense pas que j'avais commencé à fumer dans ce temps-là, non. Même pas? OK. Non. Je pense qu'on buvait de la Heineken parce que là-bas en France, je sais pas si c'est encore dans le même, là, mais dans le temps, tu avais des machines distributrices. Tu pouvais t'acheter des canettes de bière pour genre, je sais pas, une coupe de francs, là, tu sais. Puis t'achetais ça dans les machines direct sur le bord de la rue. Là, ah ouais, en tout cas, la machine te capte pas. Là. Non, c'est ça, mais là-bas, il n'y a pas d'âge pour pas d'âge légal. Fait que, tu sais, j'avais eu peut-être ce souvenir-là bien ancré dans ma tête que j'avais comme peut-être mis de côté. 2019, je l'ai pris l'avion, ça avait quand même bien été. Okay. Mais là, on dirait que, tu sais, je sais pas, man, je sais pas si c'était l'histoire de la pandémie. Puis on dirait que reprendre l'avion, c'est comme redevenu pour moi un jamais de la vie, tu sais. Ouais. Fait que quelqu'un me parlait d'un voyage ou de... Je pensais même pas un jour pouvoir voyager, tu sais. Fait que là, j'ai dit, fuck it, tu sais, je suis tellement, tu sais, justement, j'ai une mentalité de gagnant, de fighter, de comme, je vais pas me laisser arrêter par mes peurs ou par ma voix intérieure, puis tu sais, je suis un gars qui fonce dans la vie. Je suis comme, pourquoi je m'empêche de vivre ces expériences-là? Puis là, ben c'est la course, évidemment, qui m'a amené à vouloir faire ce voyage-là. Fait que, tu sais, c'est vraiment ma passion pour la course que j'ai faite. Tu sais quoi, fuck it, au pire, je ferais la plus grosse crise de panique au monde, mais je vais aller courir dans le Grand Canyon, tu sais. Ça va valoir la peine. Fait que ça a bien été, man. Ouais, hein? Ouais. J'étais vraiment nerveux à Ottawa avant de rentrer dans l'avion. J'étais tellement content pour toi, parce que moi qui te connais personnellement, je suis comme, man, on avait déjà parlé, je suis comme, faut que tu voyages. C'est comme, je savais que tu allais triper. Surtout, quelqu'un comme toi qui s'en va pas voyager juste pour aller s'asseoir dans un resto, puis juste comme manger un plat local, là, tu t'en vas vraiment dans la nature, courir, explorer les terrains, tout ça, comme... je capote. Tu pouvais pas ne pas voyager. Je suis tellement fier de toi et content que tu l'as vécu. Puis c'était comment, là, une fois rendu là-bas, tu as vaincu tes peurs et tout ça? C'était-tu autant haut que tes attentes? Ben, tu sais, c'est jamais aussi pire que ce que tu t'attends. Tu sais, n'importe quoi dans la vie, quand tu te fais des attentes, comme quand tu angoisses pour quelque chose, c'est jamais aussi pire que ce que tu avais imaginé. Fait que, mais ça, je le sais, tu sais, parce que ça fait tellement longtemps que j'ai cette... on va dire cette condition-là d'anxiété que je me connais, puis tu sais, je le sais. Puis je le savais même bien avant de prendre l'avion, j'étais comme, tu sais, je le sais que je capote pour rien, tu sais. Je le sais que ça sera pas si pire que ça, mais... Puis arrivé là-bas, non, ça a bien été. J'ai paniqué dans le bas du Grand Canyon. Okay. Parce que tu descends, là, j'étais avec Anne, avec ma blonde. On descend à course pendant... C'était long, là, c'était une bonne course. Puis là, il y a des différences d'altitude, j'imagine. Ouais, dans le canyon, non. Là, tu sens pas l'altitude. Ben, je veux dire, tu descends, mais tu n'as pas vraiment les effets de l'altitude. Mais arrivant en bas, c'est tellement gigantesque. Ouais, parce que là, t'es dans le trou, genre. Fait que là, comme il y a des spots, tu sais, c'est ça, tu vois pas le soleil parce que t'es comme tellement creux. Puis là, c'est que je me disais, plus que je descends, plus que je m'éloigne, mettons, de ma porte de sortie qui est en haut, tu sais. Tu t'en vas plus dans une... J'avoue, hein, le canyon, parce que on dirait que t'as le feeling d'être dans une grotte à un moment donné. Là. Ben, quelqu'un qui est, mettons, claustrophobe, je pense pas qu'il paniquerait en bas là parce que justement, c'est tellement... Tu sais, oui, tu descends, mais c'est tellement grand, tu te sens pas pogné au contraire, tu sais. Okay. Fait que là, j'ai eu un moment en bas, là j'ai regardé Anne, puis là, je dis, OK, là, on remonte, genre. Là, ça m'a pogné, tu sais. Fait que là, j'ai fait demi-tour, j'ai bu un peu d'eau, je me suis comme parlé. Là, j'étais pas trop... je faisais de l'anxiété, là, tu sais. Ah ouais. Il n'y a rien qui va arriver d'une crise d'anxiété. Non. Tu vois, c'est juste inconfortable. Ouais. Le pire qui peut arriver, je pense, c'est que tu t'évanouisses. Ça m'est jamais arrivé. Quand même pas si pire, on s'efforce à essayer de dormir aussi, de t'évanouir. C'est ça. Une petite sieste, là. Ouais. Il y a des pires places dans la vie que le Grand Canyon pour il y a du monde qui paye pour aller voir Mesmer pour se faire évanouir de même. Pour se faire... tu t'es déjà fait hypnotiser? Ça marche pas, moi. Non? Non. Je pense que je suis trop sceptique, là, genre... Mais t'as-tu déjà été voir un show de Mesmer? Non. C'est quand même fucké. Ouais. Tu dis, si ils sont en train de faire un jeu d'acteurs, ils sont crissement bons. Ouais. Mais je pense que le monde, ils se sentent en contact avec eux-mêmes, mais... Ils jouent peut-être le jeu un peu. Ils jouent le jeu, mais très bien. Là, c'est comme... Ben, notre ami Mel Plante,
Elle est allée se faire hypnotiser la semaine passée. OK. Puis elle, ça a fonctionné. Ouais, mais 1-1, tu sais, Ouais. ça, je sais pas, j'ai même pas lu là-dessus ou expérimenté, mais je sais que ça. Ouais. Je pense que ça l'aide le monde à comme réorganiser leur subconscient, peut-être. Ouais. Ben, tu sais, mettons, ben moi, je me souviens, ma soeur aussi, qui voyage énormément avec le sport, là, elle est coach de soccer professionnel, Mhm. qui est tout le temps partie, man. Puis elle a eu une période dans sa vie où est-ce que l'avion, c'était problématique, puis elle s'était faite hypnotiser. Ah ouais, hein? Ouais. À Montréal, il y a une place comme un genre de simulateur, là, fait que Mhm. t'es assis sur un banc d'avion, puis ils l'ont hypnotisé, puis là, ils refaisaient vivre. Je pense qu'elle avait vécu beaucoup de turbulences dans un vol, puis elle avait eu un genre de, pas un PTSD, mais un peu, là. C'était-tu spécifique aux gens qui. Parce qu'il y a un simulateur de vol puis tout, c'était-tu Ouais. vraiment spécifique à cette situation-là? Où est-ce qu'il est allé? Ben, écoute, là, ça remonte à une couple d'années. Je me souviens pas, tu sais, est-ce que le spécialiste, l'hypnotiseur, était spécialisé juste Pour les vols, genre. pour les vols ou Mm. dans sa pratique, dans sa clinique, il y avait cette salle-là, mettons. Parce que quand même. Là. Mais ouais, elle avait été là. Puis je sais pas pourquoi j'ai pas pensé à y aller, moi. Ah, tu l'as fait cool. Mais là, je pense que, tu sais, j'ai comme... C'est parce qu'il y a il y a une ouverture qui s'est faite là, dans ma tête, là, de Mhm. faire comme, OK, Ben, t'as fait un choix, je pense aussi. ouais, Tu sais, je veux dire, t'as choisi de vivre avec la peur, de l'affronter, puis tu mettais sur ton piédestal plus haut le Ouais. fait de vivre l'expérience, la course. Comme je pense ton amour pour la course, puis Ouais. de vouloir vivre quelque chose, une expérience, ça a pris le dessus. Je pense que c'est de même à la base, même si tes peurs sont petites. Tu sais, Ouais. c'est quoi ton choix que tu choisis ultimement? Tu te lèves-tu le matin, tu prends une douche, tu t'habilles, puis tu vas vers l'inconfort ou tu Ouais. laisses ta peur ou tes doutes te dominer à plus petite échelle? Là? Puis tu sais combien qu'il y a... Tu sais combien qu'il y a d'affaires que tu fais pas... Tu sais, toi et moi, je pense on est quand même du monde qui vont foncer, qui vont passer par-dessus ces choses-là à différentes échelles, mais tu sais combien qu'il y a de monde qui s'empêche de faire des affaires par peur? Ouais. Puis quand c'est la peur qui t'arrête, tu focuses juste sur, tu sais, mettons, l'avion. Tu focuses juste sur l'avion. Moi, Exact. je focusais pas, avant de le faire, là, je focusais pas sur comment ça va être malade une fois rendu là-bas, puis comment je vais comme vivre ma best fucking life, puis je vais faire des souvenirs que je vais garder toute ma vie. Puis surtout de faire le processus de comme, OK, là, j'ai d'autres voyages de bouquet. Là, là, je vais être un voyageur. Là, t'as t'sais. comme brisé la glace. Je suis C'est tellement ça. content. C'est pour ça que je suis content, dans le fond. Ouais, ben puis, tu sais, ça me touche au bout. Puis il y a une couple de personnes qui m'ont écrit pendant que j'étais là-bas, tu sais, pour faire comme, hey man, genre, comme vraiment content pour toi, pour vrai. Comme. Mhm. Parce que t'es en train de te bâtir une vie aussi que tu vas pouvoir te le permettre. Puis je trouvais ça dommage là, que t'allais pas vivre ça. Ouais. Puis là, honnêtement, je suis fucking content. Genre, Ben, là, la merci, glace est man. brisée. Tu vas avoir des belles années, tu vas travailler fort, puis tu vas avoir des beaux projets. Tu sais, même les semaines de préparation, tout ça est le fun. Là, tu planifies ton itinéraire, tel pays, qu'il y a des choses à faire. C'est cool. Non, c'est sûr c'est sûr que ça l'ouvre une porte. Puis, tu sais, moi, ça va être pour ma passion qui est la course. Là, Mhm. Ça me permet de vivre un paquet d'expériences. Mais, tu sais, encore là, ça a été un long processus dans ma tête de dire comme, OK, je le book, le billet d'avion. Mhm. Puis, tu sais, là, le monde qui écoute puis qui n'ont pas peur de l'avion, ils sont comme, OK, tu sais, whatever. Mais essayez de penser à quelque chose que vous Grosse empêchez peur. de faire parce que vous avez une peur, là, qui, tu sais, que ça soit partir une business, je sais pas, moi, mettre en relation, avoir des enfants, tu sais, déménager à quelque part ou juste s'inscrire à un marathon, tu sais. Comme là, bravo, tu t'es inscrit au marathon. Ouais, je l'ai marathon fait. d'Ottawa. Ben oui. J'ai hâte de faire ça. Ouais, moi, honnêtement, puis tu sais, en toute humilité, là, c'est pas que j'avais peur de le faire. C'était genre, OK, est-ce que. Parce que quand je fais quelque chose, je me mets à 100% là-dedans. Là, je joue au hockey. J'adore encore l'entraînement. Là, je suis comme, OK, c'est quoi le trade-off? OK, ben là, les weights vont prendre un petit peu plus le bord. J'étais-tu prêt à faire ça? Mais depuis que je l'ai fait, puis comme j'avais fait une story par rapport à ça, la course, ça amène vraiment une autre dynamique. Puis surtout dans mettons, l'entrepreneuriat, où tout le temps tu travailles ton mindset, on dirait que la course, il y a un effet calmant, il y a un effet clarité des idées, même d'avoir des nouvelles idées pendant que tu cours. Fait que d'avoir ça dans ton quotidien, dans ta semaine, ça l'aide à tout comme amalgamer tout ensemble, puis faire une belle recette pour ton entreprise, ton humeur, tout ça. Fait que je m'étais un petit peu détaché de ce feeling-là en courant. Je pensais plus à la composition corporelle, les muscles, la performance d'un gym, tout ça. Puis là, ça a pris une course. Ça a pris une course, là. Ouais, dans le pareil, c'est vrai, pour vrai. Mais aussi un peu dans le... J'aime ça être fort, j'aime ça, tout ça, mais là, j'ai rattaché le feeling, la course, là, tu sais. Puis là, je suis comme, OK, man, je peux pas laisser aller ce feeling-là. Ben non. Ça va toujours faire partie de ma vie, finalement, je pense. Là.
il y a quelque chose avec la course, c'est sûr. Mhm. Là, c'est rendu, je cours plus de musique pratiquement. Là. Hier, j'ai oublié mes écouteurs au bureau, puis c'était une crise de tempête. Puis j'étais comme, oh, man, ça va être plate, mais finalement, c'était Parce cool. que tu réfléchis, c'est comme une méditation. Ouais. Tu réfléchis à tes affaires. Puis même, des fois, ça te met dans des situations où tu peux juste être présent. Là. Hier, j'avais des estis de glaçons de même qui me pétaient à l'horizontale là, dans le front. Là. Je ne pouvais même pas ouvrir mes yeux, fait qu'il fallait que je cours en regardant mes pieds. Puis là, il y a du monde qui finissait au secondaire puis marchait de reculons. Tu sais, ces genres de journées-là là, où tu marches de reculons. Tu tiens ton code de même. Là, ouais. Là, je pouvais juste regarder mes pieds puis penser à rien d'autre que genre, hey man, c'est une tempête là, ici. Puis je faisais juste un pas. Ouais. Mais dans la société qu'on est, juste pouvoir faire ça, de penser à rien puis de regarder tes pieds et courir, ça te fait un bien. C'est stupide, mais c'est ça. Ah non. Moi, la course, man, tellement important. Ouais. Là, on divague, mais j'aime ça des podcasts qu'on divague parce que là, on se permet de parler pour vrai. J'aimerais quand même que les gens connaissent un peu ton histoire. On va tu sais, tu as vraiment une belle histoire par rapport à la consommation et tout ça. Tu as parti de loin, tu as changé complètement ta vie, un 180. Tu l'as conté beaucoup d'histoires-là, puis je veux vraiment parler plus du côté entrepreneuriat, mais si les gens veulent écouter l'histoire à Steph, il t'a passé sur le podcast Ahmed, tu parles aussi sur le tien. Fait que ils vont avoir l'opportunité d'écouter ça. Ton parcours de vente, je pense que depuis un jeune âge, tu n'as jamais été vraiment dans des travails traditionnels payés à l'heure. Tu as commencé tôt, cours de vente. Ça prend quand même une mentalité de gagnant parce que tu n'as pas une paye garantie. Explique-moi un peu comment ça a commencé, pourquoi tu es allé en vente à un jeune âge. Au niveau de la vente, c'est quoi l'histoire, t'entends tout le temps? Moi, j'ai commencé, je vendais de la limonade mais je pense qu'on en vendait pour vrai de la limonade avec mes soeurs. Ah ouais? Mais j'ai... Mettons, là, ma première job, tu sais, je pense que je me suis fait clairer du McDo. Je viens d'avoir un flash de ça. Je t'avais-tu compté ça la dernière fois? Non, man, c'est bon qu'on... En tout cas, la dernière fois, parce qu'on avait tourné le podcast puis on a effacé vidéo, mais c'est un... on n'est pas obligé de le dire. Il est meilleur aujourd'hui. De toute façon, c'est ça. J'avais pas fait mon voyage la première fois qu'on avait. Exact. Mais ouais, je me suis fait clairer du McDo parce que je travaillais au McDo dans le plateau. Puis tu sais, c'était le McDo dans le Walmart. Avant qu'il... Tu t'es fait clairer d'un McDo qui était dans un magasin. Walmart. Ouais, ça en plus. Parce qu'avant, mais là, écoute, j'avais 16 ans, je commençais la consommation, je fumais, je buvais, j'étais dans le monde, je faisais de la skate, là, tu sais, fait que j'étais comme dans ça. Bon. Puis ouais, il m'envoyait faire les pre-rush pour ceux qui ont travaillé dans la restauration rapide. Pre-rush, c'est, mettons, avant l'heure du midi, tu t'en vas en arrière pour remplir, comme amener tout le stock que tu vas avoir besoin, le surplus que tu vas vider pendant le rush du midi. Fait que le pre-rush, dans le backstore du Walmart. Puis j'avais fumé un joint sur le bord de la grosse porte, là, tu sais, comme... Puis je m'étais fait pogner. Qui m'avait éclairé. Ah, legit. Legit, tu sais. Ouais. Mais j'étais vraiment pas un bon... pas un bon employé. Un bon employé, puis... T'étais comment comme employé? Quand je voulais, quand j'étais là, j'étais bon. J'étais un gars qui apprend vite, puis mais j'avais comme pas la motivation, pas la bonne attitude. Tu sais, j'étais très... c'est sûr qu'à 16 ans, t'es-tu vraiment un bon employé? Mais tu sais, même après, je pense, dans mes autres jobs, à part, tu sais, je peux dire, mettons que dans ma deuxième vie, là j'ai été, tu sais, dans l'automobile, j'ai été un bon employé. Ouais. Mais, avant, oublie ça, là. Ouais. Mais souvent, c'est ça, tu sais, les bons vendeurs, souvent, sont durs à gérer. Exact. Ouais. Moi, j'étais bon employé, par contre, mais moi, je suis tout le temps axé sur la performance. Ouais. Je suis fait dans même. Si comme je suis emballeur, je veux être le meilleur emballeur. Ouais. Comme je veux être le plus vite à rentrer panier. Puis comme tout le temps, c'est tout le monde à rentrer panier. C'est ça, Chris, c'est moi. Moi, mon chum, je travaillais avec mes amis, fait que j'aimais ça au GA, mais on essayait tout le temps de loader un panier de plus, là, tu sais. À un moment donné, ça donnait des petits serpents. Là, le monde était comme en auto, il était comme oh, il y a un panier qui sortait, on courait 38 après. Paniers, là. Ouais, en tout cas. Ma première job de vente, j'ai fait du porte-à-porte. On vendait c'était des genres de cartes forfait. On avait des contrats, mettons, avec c'était les Olympiques de Hull, avec des spas, des centres, des spas. Fait que, tu sais, mettons, tu payais la carte, je pense que c'était 45$. Tu avais, mettons, c'était des petits deals. Tu avais comme un massage, un pédicure, une manicure. Je sais qu'on dit un pédicure et non une pédicure. Là. Okay. Juste plugger ça, c'est une autre affaire. Que je sais ça. Ouais. C'est une vidéo aussi, hein, ça? Une vidéo, un pédicure.
Puis, fait que mettons, tu sais, pour 45$, tu avais, je sais pas, 300$ de stock. Fait que c'était quand même facile à vendre, mais c'était porte à porte. Ouais. Fait que, tu sais, là, j'avais 18 ans. C'est la première job que j'ai pris au sérieux, je pense. OK. Que vraiment, j'étais comme, j'aimais ça. Pourquoi? Ben, parce que je voyais que j'avais un certain talent. Mm-hmm. J'étais pas gêné. Puis, tu sais, j'étais payé le soir même. Fait que je cognais à des portes. Donc, tu cognais à 100 portes. On était payé, il me semble que c'était 15$ de la carte qu'on vendait. Tu vends 10 cartes d'une journée, 150$. Tu sais. Mm-hmm. Fait que, tu sais, dans ce temps-là, j'avais 17-18 ans. C'était intéressant de me faire payer à tous les jours, tu sais. Puis ça avait l'air d'être un produit très vendable. Je veux dire, la deal était bonne. Puis, Ouais, la deal était bonne. Puis, je veux dire, tu sais, n'importe qui utilisait ces services-là disait, ben oui, ça fait du sens. Je vais faire ça. Fait que ça a été ma première expérience. Puis, je me souviens d'une semaine, j'avais fait, je me souviens plus combien. Puis, ma mère, elle m'avait fait comme, elle dit, Chris, t'as fait plus d'argent que moi cette semaine. En vendant des cartes? En vendant des cartes. Ah, ouais. Puis là, tu sais, c'est dans ta tête, t'es comme, j'ai fait plus d'argent que mes parents, genre, je viens de gagner. C'est ça. Mais ça j'ai découvert le secret. C'est ça, le secret. Mais ça m'avait comme allumé que comme, OK, tu sais, il y a de l'argent à faire avec la vente. Ouais. Puis j'ai pas nécessairement... Puis là, j'étais à une période que j'allais plus à l'école. Puis tu sais, moi, j'ai jamais vraiment voulu faire des longues études. Fait qu'il y a comme quelque chose qui a cliqué un peu à ce moment-là. T'sais. T'avais-tu du monde que tu travaillais avec qui n'avait pas tes résultats, maintenant? Ouais. Eux autres, ils revenaient, puis... Ouais. OK. Fait que déjà là, tu pouvais voir, OK, j'ai Ouais. peut-être quelque chose, je tiens peut-être quelque chose en vente. Je pouvais voir, puis je me souviens que il m'avait donné un genre de poste, comment ça s'appelait? Superviseur, je pense. Oh, ça, c'est gros, ça. Un beau titre. Mais en gros, je donnais un peu comme le matin de la formation. Il y avait quand même beaucoup de roulement dans ce type de business-là. Fait que souvent, j'apportais les nouveaux avec moi, j'ai formé un peu. J'allais les écouter, faire leur pitch aux portes. Okay. Puis là, j'ai corrigé. Fait que j'ai comme découvert que j'avais un certain talent naturel. Toi, tu as toujours... en ce moment, tu es un gars qui écoute beaucoup, même quand tu vends. T'étais-tu déjà de même? Là? Ben, du porte-à-porte... je veux dire, il faut que tu fasses ta présentation, mais tu posais-tu des questions? Ou... Oui, puis je me souviens que ça j'ai comme catché. Je dis, avant de faire... Parce que souvent, là, tu reçois un appel, j'en ai reçu un encore là, de la banque là, que je nommerai pas là, pour me solliciter pour de quoi. Puis le gars, il m'a pas posé de questions. Il a juste fait son pitch. Je suis comme... Tu le sais pas si c'est un bon moment pour me parler. Tu sais pas si j'ai besoin de ton produit. Tu sais pas si tu m'as posé aucune question. Puis là, il me fait son pitch. Là, attends, excuse-moi. Attends. Là, tu le coupes. Ça m'intéresse pas, merci. T'sais. Mais c'est ça, parce que c'est tough, man, parce qu'il y a du monde qui se font former en vente, puis là, il y a des scripts, puis là, ils disent dans ces scripts-là, si tu donnes l'opportunité de parler, il va te faire une objection, il va te flusher, fait que là, il faut que tu te rendes à tel niveau. Après ça, tu détruis une... Des fois, ça vient... il n'y a plus d'humanité là-dedans. Là. Il n'y a plus d'humanité, ça devient très robotique. Exact. Mais je me souviens, nous autres, on déconnait tellement, là, on s'amusait tellement. Je me souviens, il y avait un gars, je me souviens de son nom, Simon. Il travaillait avec nous autres, puis lui, c'est un genre de... On va dire un fanfaron. On m'a sorti ce mot-là. Okay. Un fanfaron. Okay. Puis là, mettons, on arrivait aux portes, puis là, il disait, fais semblant que tu me filmes avec une grosse oh man, j'aurais tellement fait ça. Ouais, toi, là, t'aurais oh my God. Fait que là, je suis comme, OK. Fait que là, je fais semblant que j'ai une grosse caméra sur mon épaule. Puis lui, il arrive, mettons, quand on vendait, on avait la carte, tu découpais le bout, fait que ça te faisait un long rectangle. Ouais. Là, il s'en servait comme micro. Non. Fait que là, je ne sais plus ce qu'il disait, mais il disait des esti-niaiseries au monde, puis là, le monde parlait dans le faux micro. Oh, fait que là, tu sais, il y a quelqu'un qui arrive de même, il faut que tu gages aussi un peu la personne, selon l'âge ou selon son non-verbal en ouvrant la porte, mais hey man, on avait du fun. Là. Ah ouais, ça c'est bon. J'ai tellement fait de niaiseries de même avec le public. Là, ben quand oui, je travaillais au casino, là, du monde qui rentrait. Là. C'est le fun. C'est une job, le casino c'est prestigieux, tout ça. Moi j'étais à la porte. Ah man, puis juste d'avoir... fallait faire rire nos collègues, mais pas se faire mettre dans la merde. Des fois, j'enlevais mon soulier puis je le poussais entre les deux pieds de la personne que je cartais. Elle se baissait. J'avais mon pied bas à terre, genre, sur le plancher du casino, mon soulier. Là, je disais rien, je leur donnais bonne soirée. Mais on dirait qu'il y a un art à ça parce qu'il n'y a personne qui s'est plaint. Il y a personne. Mes collègues, ils se tassaient et ils riaient. Ah, une affaire qu'on faisait, excuse-moi, là, on dérape. on allait dans le petit bureau du casino. Il y avait des signeurs jaunes. Puis on se dessinait des faces de chats. Okay? Puis tu ne pouvais pas le voir à la lumière des casinos. On avait une petite blacklight pour les cartes. Des fois, on l'allumait. Genre. La personne arrivait, on l'allumait. Puis là, ça faisait une face de chat. Puis on l'éteignait tout de suite.
Fuck Je me pensais back. comme... Ouais. Chris t'a demandé si elle avait fait trop de dope. Là. Ah ouais. Chris, t'as-tu vu le chat qui nous a Ouais. écouté? En tout cas, c'est le fun, ça fait du fun. Mais Hein. c'est ça. C'est Ouais. moi, ça me faisait rire. Puis là, après ça, j'ai été pas tout à fait un an là-bas, puis il me semble que ça avait fermé. La compagnie avait fermé. OK. Fait que là, j'ai vendu des contrats d'asphalte après ça en porte-à-porte, des contrats d'entretien de pelouse en porte-à-porte aussi. T'es resté dans les ventes, là, après, tu savais Je que... restais dans les ventes, puis c'est ça, j'ai compris que, tu sais, moi, je savais que je voulais pas faire d'études. Je savais que je voulais pas aller avoir un métier, mettons, traditionnel, si on veut. Puis je voyais que là, il y avait moins de faire de l'argent, d'être payé à tous les jours, à toutes les semaines. Puis c'est ça. Fait que là, après ça, je me suis dit, OK, c'est beau le porte-à-porte, mais à un moment donné, il faudra avoir quelque chose un peu plus, je veux pas dire sérieux, mais tu sais, Stable. plus stable, Ben peut-être ouais. plus encadré, au peut-être avec peut-être un salaire de base ou des avantages. Parce que le porte-à-porte aussi, t'es dehors, là, man. T'es Tu sais, à un dehors. moment donné, tu te dis, je vais pas faire ça 10 ans à vivre des tempêtes non. puis des... Il fait chaud l'été, il fait Ouais. froid l'hiver quand il pleut, tu sais. Mhm. Fait que après ça, j'ai été dans l'automobile. Puis j'étais bon, mais là j'avais commencé à consommer pas mal, tu sais. Fort, là. Ouais. Puis on rentre pas nécessairement dans ce sujet aujourd'hui, puis comme tu dis, j'en ai parlé pas mal sur d'autres podcasts, là. Puis si on parle de ça, ça va... Ben, vas-y comme Ça tu va veux, durer là, 2 honnêtement. heures, Là. mais Compte ton c'est que, histoire. tu sais, c'était... Je te parlais d'anxiété au début. J'ai comme compris vite que la boisson, c'était un esti de bon médicament à court terme pour l'anxiété. Mhm. Fait que, tu sais, ça arrivait, mettons, dans le porte-à-porte, tu sais, il y avait une journée, je faisais un peu d'anxiété, un petit crise de panique, là, un peu d'agoraphobie, là, tu sais, dans la rue tout seul, tu sais, dans ce temps-là, mettons, j'avais pas de char, fait qu'il me dropait au coin de la rue le matin. Du à 10 projet, heures, là. du projet. Puis on vient te rechercher plus tard. Fait que tu sais, t'es tout seul, puis là, des fois, qu'il commence à pas bien filer, mais j'allais au dépanneur, puis je m'achetais de la boisson, tu sais, fait que là, je buvais ça à job. Là, Mhm. mais j'ai comme compris vite que, OK, quand je bois, je suis capable de faire mes activités, de fonctionner, tu sais, d'aller au cinéma, d'aller faire l'épicerie, tu sais. Mais, puis en plus, je suis dans l'âge que c'est le fun de faire le party. Ouais. Fait que, tu voyais aucun problème. Ben, je vois aucun problème. Non seulement c'est dans l'âge de faire le party, en plus, ça me permet de faire mes activités, mais je le voyais le problème quand même, parce que, tu sais, je veux dire... Le cercle vicieux, quand même, avec l'alcool, que là, la science commence à démontrer ça, c'est le lendemain hangover, ça crée de l'anxiété chez les gens qui sont même pas anxieux. Là. Fait imagine-toi, si toi, tu prenais ça pour régler ton anxiété, le genre de cercle vicieux d'anxiété que tu es en train de te créer, de devoir en reprendre le lendemain. Là, parce que ton anxiété était plus haute que si tu n'avais pas pris d'alcool, finalement. Là. Fait que là, c'est ça, tu te lèves anxieux, là, tu rebois. Ça a commencé le boire le matin. Moi, ça a été ça ma vie pendant des années. Je me levais avec une bouteille de fort, une bouteille de vin, peu importe ce que j'avais, pour me ramener de la veille, tu sais. Fait que je suis comme rentré dans ce pattern-là, début vingtaine, tu sais. Je pense que j'avais 19-20 ans, là, je buvais tous les jours, là. Ouais. Tu sais. J'ai commencé à boire le matin à 21 peut-être, là. Parce que je travaillais chez... Il y a 2 affaires, je vais te compter. Je travaillais chez Méga Automobile dans le temps que ça roulait, là, tu sais, dans le temps qu'ils vendaient 300 chars par mois. Ouais, c'était gros, ça. C'était épouvantable. Les parents achetaient leur char. Il y avait tellement de... Mais là, le samedi puis le dimanche, on était ouvert le dimanche, parce que je ne sais pas si tu te souviens du slogan, c'était Méga Automobile, ouvert 7 jours semaine, ouvert 8 jours semaine, même le dimanche. Fait qu'on travaillait le dimanche, fait que souvent j'étais hangover tight. Ouais. Fait que là, le matin, j'arrivais, puis là, je prenais les clés d'un char comme un vieux stock qui se vendait pas, mettons, que personne n'allait voir dans le fond de la cour. Puis là, j'allais faire une sieste. Là. Un bon employé modèle. Là, fait que là, je revenais à midi un peu, qui est parfait. Là, tu vends 3 chars en claquant des doigts parce que c'était tellement, ça roule tellement au volume. Fait que, tu sais, tu vois t'étais pas dans une position de manque, mettons. Exact. Là, puis, fait que là, après ça, je m'en travaillais chez Hyundai dans le 9, qui est un peu plus sérieux et encadré. Mais encore là, moi, je suis pas sérieux et encadré. Fait que ça dure le temps que ça dure. Puis en donné, je suis comme... la phrase, c'est... Si ta job nuit à ta consommation, lâche ta job. Moi, c'était ça. Ouais. Fait que j'ai lâché une job qui était payante pour le temps puis pour l'âge que j'avais. Puis là, tu étais dans ta début vingtaine, c'est ça? Ouais. Mais tu sais, évidemment, j'ai pas dit à mon boss, hey, moi, je m'en vais boire, je rentre plus. Là, non. C'était, tu sais, j'étais en dépression, je faisais bien de l'anxiété, fait que c'était comme tout un gros melting pot de comme. Puis tu buvais avec qui si t'étais en libre? C'était-tu des gros consommateurs? Ben, tu sais, j'avais mes chums
chums de brosse. Y avait-tu des jobs, eux autres? Ou... Il y en a qui avaient des jobs, Okay. il y en a que non. Tu sais. Mais plus que ça avançait, plus que mon cercle il changeait. Puis on a commencé à te noter avec du monde qui sont pas trop fréquentables, mettons. Ouais. Puis là, tu rentres la drogue aussi, la drogue forte, la coke, puis tout ça là-dedans. Mais je buvais tout seul aussi, autant, me levant le matin, là, parce que j'étais tellement en anxiété, tu sais. Fait que, tu sais, je suis comme passé de me découvrir comme vendeur. J'avais un petit peu le côté entrepreneur, mais je comprenais pas. Puis tu sais, je pense que, là, mettons, 15-20 ans, je sais pas si on parlait peut-être moins d'entrepreneuriat ou en tout cas, aujourd'hui, on en parle. Ouvre ton Instagram, tu vois ça, entrepreneurship, partout, mais je comprenais peut-être pas c'était quoi, mais je savais que j'aimais la vente, j'aimais un peu la liberté et la flexibilité que ça m'apportait, puis de pouvoir contrôler mon revenu aussi. Ouais. Mais tu sais, tout ça, quand je suis tombé deep dans la consommation, ça a pris le bord. Là. Ben, tu peux pas... Mais non. Tu sais, j'ai jamais été un gros consommateur, mais je pense pas que les gens voient loin dans le futur, là. Quand ils sont deep dans une conso après l'autre, puis c'est that's it, là. Ben non, c'est ça, tu penses juste à ta prochaine... puis tu sais, déjà que l'alcool, c'est prenant, mais là, quand tu rentres dans les drogues comme la coke, puis tout, là, tu penses juste à ton prochain hit. Là, c'est le jour de la marmotte à chaque jour. Ouais, c'est comme t'es... Je me souviens, ma mère... chez nous, mettons, en haut de mes armoires, souvent que tu allais dans des parties qui avaient ça, là, je mettais toutes mes bouteilles vides de fort en haut de mes armoires. Là, on voit quand on visite des immeubles à revenus, on peut voir des setups de même. C'est ça. Fait que c'était ça ma déco chez nous, des bouteilles de Captain Morgan, puis Appleton. Puis, ta mère a dû apprécier cette déco-là. Là, ma mère a trouvé ça super tendance, mais elle m'a dit, pourquoi qu'au lieu de visualiser, elle est bonne ma mère, si je l'aime, au lieu de visualiser ça, elle dit pourquoi tu mets pas des blocs appartements en haut pour visualiser que tu veux acheter de l'immobilier. T'sais. Puis ça fait une couple d'années qu'on aurait eu cette conversation-là, puis j'ai cliqué là-dessus, mais je me souvenais pas, moi, que j'avais le goût de... J'avais déjà parlé d'investissement immobilier à cette époque-là, quand j'avais comme 18-20 ans. Je sais pas pourquoi ma mère elle m'arrive avec ce commentaire-là une fois, mais je me souviens de cette discussion-là. Je disais, mais non, là, mais tu penses pas à t'acheter un triplex quand que t'as pas de job, t'as pas de mise de fonds, t'as pas de crédit, t'as pas rien, là, tu penses pas à ça. Mais non. Mais j'avais déjà comme ce goût-là d'entrepreneuriat, d'investir. Si, mettons, il aurait fallu que tu mettes des blocs appartements, t'aurais fait comment? C'est le top de tes armoires. Il aurait fallu que tu te fasses des maquettes. Mais tu sais, mettons, t'avais les casse-têtes 3D. Là, ça se vend encore, ça. Tu sais, juste des photos, tu sais. Elle voulait me mettre dans un mode... c'est un très bon move, là. Ouais. Fait que finalement, je l'ai pas fait. Puis ça a été des années de... tu sais, quand j'ai arrêté de consommer en 2015, puis je suis retourné travailler dans l'automobile, qui a été ma première job de ma deuxième vie, mettons, c'est comme si je repartais à zéro, tu sais. Ouais. Mais là, plus que les années ont avancé, plus que je suis comme, Chris, j'étais de même avant. Tu sais, mettons, il y a eu un 10 ans de blackout, mettons. Mais là, je retrouve des aspects de ma personnalité, puis tu sais, justement, l'amour pour la vente, le côté entrepreneur, les ambitions que j'ai, toute ma drive, ma fougue, que je n'étais pas de même dans ma consommation. Mais là, je retrouve ça, puis je suis comme, Chris, j'étais de même quand j'étais jeune. Tu te revoyais là, des affaires en dedans de toi. Je retrouvais ces affaires-là. Des patterns. Ouais. Fait que justement, ma mentalité de gagnant que j'avais quand j'étais sur le terrain de soccer. Ben c'est ça, tu as joué des sports haut niveau quand même, très compétitif au soccer. Oui, pour le FC Outaouais, pour ceux qui connaissent, tu sais, Fait que tu sais, je jouais du bon soccer, puis j'avais cette mentalité-là de comme, moi, je détestais perdre. Comme si on perdait, puis j'avais la chance on avait une petite bonne équipe, puis on gagnait quand même beaucoup, mais quand on perdait, là, souvent, je braillais comme... Ben oui. Puis là, c'est pas grave, c'est juste une game, elle veut rien dire, cette game-là, c'est pas une game qualificative. Je m'en fous, on devrait pas perdre contre cette équipe-là. J'étais de la même façon, man. Dans le char, là, mon père voulait me parler, j'ai pas le goût de parler. Puis là, j'étais en crise, man, d'avoir perdu, tu sais. Moi, j'ai réalisé assez jeune qu'il fallait que j'arrange ce problème-là comme en dedans de moi, parce que si on pouvait jouer entre amis, man, au basket, game de 21, là, tu sais, puis je pars contre un de mes chums, j'étais comme plus parlable, là, tu sais. Ça, c'est drôle parce qu'aujourd'hui, je suis tellement pas compétitif, mais je pense que je suis compétitif envers moi-même, puis je le sais de quoi je suis capable. Ouais. Fait que quand je livre pas la marchandise que je le sais que je peux livrer,
là, je suis en crise. Mhm. Mais mettons, je fais une course, un ultra, puis je finis, j'ai fait Bromont récemment, on était 225, j'ai fini 102e. Je m'en calisse. Ouais. Moi, j'étais vraiment content de ma course. Puis j'ai commencé dernier, comme j'ai commencé, mettons, 210e, puis je me suis placé là au départ. Mhm. Fait que je suis comme, je n'ai quand même dépassé 100 Pourquoi kills. tu t'es mis là? Parce que c'était ça ma stratégie. OK. Je me suis dit, parce que souvent, début de course, tu commences, tout le monde est nerveux, puis là, tu te fais pousser dans le cul. Ouais. Fait que là, tu commences déjà avec le rythme cardiaque Tu plus haut. vides Ouais. plus vite. Fait que je dis, je vais essayer, je vais commencer dans le fond du pack, puis je vais jouer à Pac-Man. Je vais ramasser le monde. Nice. Fait que je Fait que toute la course, t'avais t'avais ça dans la tête. Ouais, à Pac-Man. Ah, c'est bon. Fait que, mais tout ça pour dire que dans ce domaine-là, ben je le sais que je ne ferai pas un podium. Mhm. Mais est-ce que moi, vers moi, j'ai livré une bonne course? Puis Bromont, c'était combien de kilomètres? 80. C'est comme fuck. Fait que c'était un esti de longue journée. Ouais. Mais il y a des courses que je Tu fais. l'as fini, là. Ouais, j'ai fini en 13 heures et quelques. Mhm. Ça m'a pris. Mais tu sais, si, mettons, puis je peux te dire que j'ai donné tout ce que j'avais cette journée-là, tu sais. Mais si j'avais le feeling que j'aurais pu en donner plus, j'aurais fait comme, ah, mais tabarnak, Ouais. j'aurais pas été content. Quand tu le sais que t'as pas été à ton plein potentiel, Ouais. à toi, là. Tu sais, si tu perds tu vas faire une évaluation pour mettre une maison sur le marché, tu perds le contrat parce qu'il décide d'aller avec un autre Mais courtier. tu sais que ta présentation était... Tu sais que tout était là. Tu as fait les suivis, tu as bien présenté, tu as tout fait ce que tu avais à faire, puis il a décidé de prendre quelqu'un d'autre, peu importe la raison. Ben, tu es comme, que j'aurais pu faire de plus. Ouais. Fait que là, ça, je vis bien avec. Mais si je n'échappe, ça arrive. Ça arrive, tu n'as pas une bonne journée, puis tu es comme, je te donne, mais pas. Tu arrives là, tu finis une conversation avec un client, puis tu étais comme, ouais, c'était laisse. Des fois aussi, c'est le vibe de la personne qui te throw off, là. Ouais. Parce qu'il n'y a rien de plus facile que s'asseoir avec quelqu'un que, comme tu sens, l'énergie est bonne entre les deux, ça passe. Mais étant des humains, des fois, le courant passe pas. Là, puis là, c'est comme, comme... Des fois, c'est toi, tu sais, tu as mal dormi ou tu n'es pas dans le bon mindset. Mm-hmm. Ça me fait chier. Mm-hmm. De moi, tu sais. Ouais. Mais je suis pas... tu sais, comme... Il y en a des classements vraiment que ça. Ouais. Peu importe, puis on se classe bien cette année, on peut le dire. On peut le dire qu'on s'est bien classé, mais peu importe la position, on est-tu satisfait de ce que nous on a fait? Ouais. Nos clients sont-tu contents? On est-tu comme... C'est fait de la bonne façon. C'est fait de la bonne façon. On a donné notre maximum. Mm-hmm. Parfait. C'est une bonne mentalité. C'est vraiment la comparaison avec les autres. Tu peux être en train de gagner dans ta vie par rapport à qui tu étais avant. Ouais. Puis en te comparant aux autres, penser être en train de perdre. Je pense, tu te compares à quelqu'un, tu connais pas son passé, tu connais rien de lui. Puis tu te dis comme, pourquoi je finis tout le temps en dessous de lui? Pourquoi? Tu t'es dépassé par rapport à l'année passée ou tu t'es dépassé par rapport à avant? Puis, je pense que toutes mes années, je dis mes années de pirate des fois, là, mes années de consommation, parce que je suis tellement parti de loin, ça reste que c'est quand même facile aujourd'hui de regarder qui j'étais, puis de regarder qui je suis, puis d'être fier, d'avoir cette mentalité-là de comme Stéphane Castleman, j'ai réussi avec l'humilité, là, mais j'ai réussi à faire ça, à passer à travers ça, à accomplir ça comme ce prochain défi-là qui me fait peur. Chris, je vais être capable de passer au travers. Je vais être capable de réussir ça parce que voici le cookie jar de David Goggins, le track record. Ceux qui ne connaissent pas David Goggins, c'est un truc qu'il donne dans son livre, un cookie jar, c'est quand tu es en train d'entreprendre un nouveau projet, tu peux regarder qu'est-ce que tu as accompli dans ton passé puis faire comme hey, j'ai tout ça là, dans mon cookie jar, j'ai tous ces biscuits-là là, dans mon cookie jar. Pourquoi, en attaquant ça, je ne serais pas capable de réussir? Fait que c'est une bonne technique aussi quand on a peur puis on commence quelque chose de nouveau. Là. De regarder tout nos parcours, c'est ça. Mais l'humain est fait qu'on va focusser sur le négatif, sur ce qui nous manque, sur ce qu'on a. Ah, tu sais, je ne m'inscrirais pas au marathon parce que j'ai essayé un demi puis ça n'a pas été comme je voulais. Mm-hmm. Ben, tu sais, l'humain instinctivement va focuser sur le négatif. Ouais. Mais si tu entraînes ton cerveau, je ne veux pas aller trop gourou ou coach, là, mais tu sais, de comme conditionner ton cerveau à comme focuser sur qu'est-ce qui peut bien aller puis qu'est-ce que tu as déjà accompli, ça te donne un esti de confiance. Là. Ouais, puis qu'est-ce que tu dis, focuser sur ton cerveau, c'est aussi mettre ton attention à la bonne place. Puis, tu sais, moi non plus, je veux pas paraître comme un gourou, mais il y a beaucoup de décisions qu'on prend que c'est des affaires ancrées solidement dans notre subconscient
des pensées limitantes ou des choses, tu sais, comme ancrées, là. Mais pour changer des patterns, il faut que tu prennes le temps d'arrêter, d'analyser comment tu réponds, comment tu agis face à telle situation, puis de rewire comment tu opères, tu sais. Mais ça, c'est du subconscient, c'est des choses que tu as ancrées avec des habitudes pendant des années, puis tout défaire ça pour repartir à nouveau, vivre tes choses différemment. C'est un travail qu'il faut que tu prennes le temps de faire, parce que sinon, tu es sur autopilote. Si tu prends pas le temps de t'analyser, tu t'en vas tout le temps vers le même chemin sur autopilote. Tout le temps, avec des affaires que tu as ancrées en dedans de toi. Fait. Non, c'est... on en parlait tantôt, je parlais avec un client matin, puis il dit, puis le marché, bon, c'est sûr que là, on enregistre ça, on est quoi, le 11 janvier, 10 janvier. Décembre, ça a été bien tranquille, là, les fêtes, il ne s'est pas passé grand-chose. Mais là, je ressens comme il y a un regain, là, je sens un effervescence, j'appelle mes clients, le monde sont comme, oui, ils reprennent le projet de vendre ou d'acheter, comme ils le remettent sur la table, ils ont mis ça de côté un peu pendant novembre, décembre, mais là, je sens que ça va reprendre. Puis il dit, t'es confiant? Genre, je suis vraiment positif que 2024, ça va être une belle année en immobilier, autant pour les acheteurs, les vendeurs, les courtiers, tout le monde, je pense que ça va être une belle année. Mm-hmm. Puis là, il dit, c'est drôle, je parlais avec un autre courtier que je connais il y a 2 jours, puis il disait que lui, c'était tough, puis c'était de la merde, puis le marché était lent. Puis... Mais c'est juste une question, check le message qu'il envoie, check ce qui sort de ta bouche, tu sais. La perception, c'est juste la mentalité. Une mentalité. Quand j'étais dans l'automobile, c'était ça. Tu avais je vais dire vieux vendeurs, pas vieux en termes d'âge, mais peut-être vieux en termes d'expérience. Puis des fois, tu deviens brûlé. Là, Blasé. Puis là, un samedi qui pleut. Il pleut aujourd'hui, ça de la colisse de merde. Il n'y a pas un client qui va venir ici. C'est un niaisage. Tu sais, là. Au lieu de faire comme, OK, il pleut, il n'y aura pas beaucoup de walk-in. Hey, les gars, on fait un concours, on saute sur le téléphone. Le premier qui renouvelle une location. Je te donne un exemple de même, mais c'est juste une question de comment tu t'actives, c'est quoi ton mindset. Là, mm-hmm. Ça, je t'en avais parlé sur l'épisode 1 qui sortira jamais. qu'on a perdu le fichier. Il peut sortir en audio. On pourrait le sortir en audio. Mais ça, j'ai vraiment développé ça chez Subaru dans l'automobile. Ouais, c'est on revient vers là. Puis ce qui arrive dans l'automobile, où il y a des jobs de vente là, où est-ce qu'il y a du volume. Mm-hmm. Où est-ce que tu vas faire 1, 2, 3 transactions par jour? Là, que vraiment, tu te fais dire non souvent, mais tu te fais dire oui souvent. Tu deviens tellement aiguisé puis tellement comme bon plus vite parce que tu en fais du volume. Puis chez Subaru, on avait un bon volume. Puis c'est là que j'ai comme vraiment comme peaufiné mon. Vendre, là, c'est de l'art. Là. Ouais. Puis vendre, là, c'est péjoratif. Il y en a qui pensent, les vendeurs, crosseurs. La vraie vente, là. Mm-hmm. La vente, c'est d'aider quelqu'un à acheter un produit ou un service qu'il a de besoin. T'sais. Tu lui donnes un service au bout de la ligne. Là. C'est pas d'y mettre dans la gorge quelque chose qui n'a pas de besoin. Non. Quelqu'un rentrait et me disait finalement, je veux pas une Subaru, je veux une Honda. Exact. Pose une couple de questions. Tu vas gratter. Ultimement, il dit je veux une Honda. Écoute, c'est un super bon choix, Honda. C'est un bon produit. Félicitations pour ta décision de ton achat. C'est pas d'essayer d'y mettre dans la gorge quelque chose. C'est un peu, dans le fond, il y a des techniques de vente, c'est juste pour enlever des barrières automatiques qu'on se met. Tu rentres dans un magasin, tu veux aller t'acheter une chemise, la personne dit je peux t'aider, tu dis non. Right off the bat, non. Mais Chris, il t'a ramené aux chemises puis il t'aurait parlé des produits. Ouais, c'est ça. Mais c'est ça un peu, c'est d'amener la personne vers ce qu'elle veut, se saisir, puis après ça, d'empêcher un peu les barrières naturelles du non, puis après ça, de défaire ça un petit peu, puis d'aller un peu plus loin dans la transaction avec la personne. Ouais. C'est un peu ça, les ventes aussi. Là. Ben oui, c'est ça. Puis tu sais, souvent, le client, puis tu sais, moi, je suis client, là, je consomme des services, des biens. Des fois, tu as toi-même, tu as des mécanismes de défense, des peurs qui vont faire que tu vas sortir une objection qui n'est pas vraiment vraie, mais tu veux juste comme quasiment t'empêcher de prendre la décision. Fait que là, tu sors des... Fait que là, le bon vendeur va écouter, va montrer de l'empathie, va comme comprendre, puis il va essayer d'aller gratter, mais c'est-tu vraiment ça, ta vraie objection? Ouais. Ou il y a quelque chose qui se cache, puis on est capable de trouver une solution ensemble. Mm-hmm. Mais souvent, c'est ça, puis là, tu amènes le client à prendre une décision qu'il allait prendre de toute façon, mais de le sécuriser dans sa décision, d'acheter un Subaru, mettons, mais de le faire là tout de suite aujourd'hui. C'est un beau. C'est sûr que, oui, tu veux, le but, c'est de closer, mais ultimement, c'est de vendre un produit qui a besoin, qui veut. Besoin, ouais. Mais porte-à-porte, c'est différent pour ça, parce que porte-à-porte, c'est un besoin que tu n'as pas. Non. Tu n'es pas en mode achat, tu es en mode chez nous en train de... C'est comme une surprise.
Ouais, c'est ça. Fait que c'était plus dur de désarmer au début. Mm-hmm. Mais quand t'as quelqu'un avec une fausse caméra puis un faux micro qui... C'est bon, ça. Mais toi, chez Subaru, avant ça, dans notre premier podcast, tu avais travaillé chez Mazda. Ouais. Puis c'est quelqu'un qui est venu te chercher. Là. Comment ça s'est passé, cette histoire-là? Ouais. Je travaillais chez Mazda. Première année que je sors de thérapie, en 2015. Je fais une thérapie, j'arrête de consommer. Je commence chez Mazda comme en mars 2015. Puis j'ai eu une bonne année. Puis j'ai réussi à finir premier dans le board, là, premier des ventes chez Mazda. Fait que je suis super content, je suis fier de moi. Je fais 42 000 $ cette année-là. Qui est comme... Ouais, t'en vas pas loin aujourd'hui. Non, aujourd'hui, c'est sûr qu'en 2015, la bouffe coûte un peu moins cher, puis le gaz, puis tout ça, mais ça reste que j'étais comme, OK, premier sur la board, 42 000. Mais moi, j'ai pas de comparable. Fait que dans ma tête, j'étais sur le BS, moi, pendant 4-5 ans. Là. Fait que c'est plus que 630 Tu faisais un gros tremplin pareil. Un gros tremplin, mais surtout, j'étais fier de moi, tu sais. Mm-hmm. Puis j'aimais ce que je faisais, tu sais. Là, j'étais en mode... j'avais pas de char encore à ce moment-là. Je me levais à 5h30, je prenais le bus à 6h15. Genre. J'allais m'entraîner au Pure Fitness, qui est maintenant Centre Team Boileau, mais Pure Fitness, je traversais après ça, puis j'allais travailler chez Mazda à Hull. Puis je faisais souvent des 9 à 9. Je voulais pas être chez nous tout seul. Ouais. Je voulais pas me retrouver tout seul puis avoir envie de consommer. Tu voulais te distraire puis être occupé. Fait que je travaillais. Puis, tu sais, j'ai eu des rechutes un peu à travers ça jusqu'au mois d'août, mettons. Ouais. Le mois d'août, ça a été la dernière. Fait que tout ça pour dire que j'ai une bonne année, j'ai quand même une bonne gang, mais je suis comme pas tant... je suis pas épanoui là-bas. Il manque quelque chose. T'sais. Puis là, j'attends l'autobus, parce que j'ai pas encore de permis. J'attends l'autobus juste en face de chez Mazda. Puis là, je vois un gros genre Cadillac Escalade ou Suburban, je sais pas, noir avec les vitres teintées, grosse musique qui arrive. Puis il se parque à côté de moi. Puis là, il sort de son char. Un gars de mon âge, le veston, cravate, tatou. Je suis comme, je dois-tu de l'argent à quelqu'un? C'est qui ça? Oh shit! Puis là, finalement, le gars s'approche. Je le connais, c'est Jer, le propriétaire de chez Subaru, que moi, je connaissais dans le temps de la skateboard. Il travaillait au EQ. Sais-tu du skatepark EQ? J'ai tout le temps été super nul en skateboard. Ouais. Mais j'avais rencontré Jer dans le temps du EQ, fait qu'on on se connaissait un peu. Il y avait la half-pipe en arrière du magasin. Là. Ouais, c'est ça, tu avais le gros skatepark en arrière. Puis je me souviens que dans le temps, ses parents étaient propriétaires. Mais là, 10 ans plus tard, Jer est rentré dans le business, puis là, il est devenu copropriétaire avec ses parents. Fait qu'il marche vers moi. Steph? Il m'appelait Steve dans le temps. Steve? Je suis comme, Germ? Shit, man, ça fait longtemps qu'on s'est vu. What's up? Les deux, on est habillés veston cravate. Je suis comme, tu travailles où, toi? Moi, Subaru, Mazda, OK. Là, il dit, Jer, tout de suite, combien t'as fait l'année passée? Ça fait genre 8 ans, je ne l'ai pas vu. Là, 42 000. Là. Tu as dit le vrai chiffre? Ben oui, j'ai dit. Tu l'as pas comme t'as pas arrondi à 50. Mais Jerry m'avait vu, je pense, sur une pub sur Facebook de Mazda. Fait qu'il savait que j'avais quand même une bonne année. Tu sais. Okay. Fait qu'il dit, OK, t'es-tu heureux là-bas? Là, je dis, je suis pas malheureux, mais tu sais, pour être mieux. Puis il dit, je serais intéressé à t'avoir dans l'équipe. Il dit, je te garantis que tu vas doubler ton salaire en 2016. Là, je suis comme, tu sais, pour moi, faire 80 000 dans l'automobile, c'était comme inconcevable. Aujourd'hui, c'est pas mal plus atteignable, mais dans ces années-là. Mais il y avait comme une légende urbaine qui avait un vendeur sur le boulevard Saint-Joseph qui travaillait chez Chrysler dans le temps qui avait réussi à faire 100 000 une année dans l'automobile. Une légende. Une légende urbaine, tu sais, parce que tu dis 100 000 quand tu calcules, faut, selon le pay plan que tu as, il faut t'en vendre en tabarnak des chars. Tu sais. Fait que je croyais comme pas à ça, mais je me suis dit, j'ai rien à perdre, mais le rencontrer. Je suis allé le rencontrer avec Serge Gunner, puis Jer, puis je sais que ça n'a pas été long. Là, genre, je pense que le soir même ou le lendemain matin, je l'ai texté et je disais, OK, c'est C'était comment cette rencontre-là? Il t'a amené dans le concessionnaire ou c'était chez lui? Ou chez eux, pas chez eux, au concessionnaire. J'étais allé voir le lendemain au dealer, fait une genre d'entrevue. OK. Puis, partie là. J'ai fait comme... C'était dans le temps que le film Wolf of Wall Street, il venait de sortir. Pour ceux qui ont vu, là, c'est très comme ambiance de vente, très comme boiler room, très... Fait que je sentais un peu cette ambiance-là. Puis à ce moment-là de ma vie, aujourd'hui, c'est plus ça, mais à ce moment-là de ma vie, j'avais besoin de ça, de cette fraternité-là, puis ce grind-là. Cette culture d'entreprise-là. Ouais. Fait que ça a été ça pendant des années. Puis tu sais,
en donné aussi, après ça, tu te fais un peu ton style, tu sais. Fait que, je veux dire, au début, j'ai appris à vendre d'une certaine façon, puis ça marchait super bien. C'est eux que tu l'apprenaient? Comme il y avait on avait vraiment des scripts, une ligne vraiment directrice, puis ça marchait super bien. Puis en donné, tu t'adaptes un peu, puis tu le fais, pas à ta façon, à ta façon, avec tes propres mots, tu sais. Parce qu'un script, c'est bon, mais en donné, ça se ressent quand c'est trop scripté. Oui, exactement. Fait que ça a tellement été une belle école puis une belle gang. Puis encore aujourd'hui, là, j'étais allé voir avant le temps des fêtes avec du café puis du Baileys. Puis c'est ça toutes les années. Puis tu parles encore à Serge, tu parles encore à Bruno. Ben Serge n'est plus là, mais Bruno, on se parle quasiment tous les jours. Jared, tout ça, j'ai d'autres mondes là-bas que je garde contact. Puis je rentre là, puis c'est... Je suis rentré à comptabilité en haut, genre, j'étais comme « Allô, ça va? » Ils sont comme « Hey, Steph, Puis parlant de ça, comme quand tu es rentré, cette année-là, t'as-tu doublé ton salaire? Cette année-là, j'ai fait 96 000 There you go. Première année. Fait que j'ai plus que doublé. Nice. Puis, fait que là, j'étais comme proche de la légende urbaine. Mais là, j'ai compris avec ce pay plan-là, puis ces méthodes de travailler là, tu sais, juste de faire des suivis, de filtrer, tu sais, de poser les bonnes questions, de filtrer. Il t'apprenait à faire un entonnoir, il n'y avait pas de perte de temps puis d'énergie. Exact. Exact. Puis d'amener le client à prendre une bonne décision pour lui. Oui. Tu sais. De le crosser. C'est arrivé souvent que j'ai dit à un client, tu sais, écoute, tu sais, c'est un Toyota que tu vas acheter ou tu sais, comme à la limite, je peux te référer à un vendeur là-bas, tu sais, que je connais qui va bien te servir, mais si tu veux pas un Subaru, tu sais. Ah oui. Oui, parce que le monde rentre dans le concessionnaire avec. Il y en a qui rentrent, ils ont vu les pubs, ils savent quel modèle de char qu'ils veulent, puis quel modèle à l'intérieur de ce modèle-là qu'ils s'en viennent acheter. Puis il y en a d'autres qui s'en viennent voir, bon, ben là, moi, ce modèle-là dans Toyota, on s'en va comparer les 4 VUS, là, puis on va voir à la fin. Avec le guide de l'auto. Là. Ouais. Mais ça, c'est tellement une bonne école parce que les objections, tu les as toutes. Ouais. C'est trop cher, faut que j'en parle à ma femme, je vais attendre, tu donnes passer pour mon véhicule d'échange, j'ai un meilleur prix à Ottawa. C'était tout le temps ça. Tu deviens tellement aiguisé à défaire. C'est les mêmes dans l'immobilier. Ah oui. C'est juste à plus grande échelle, mais c'est tout le temps par rapport au prix. Faut que j'en parle avec ma femme. Si tu veux dire, en parler avec ta femme, on la met à vendre ta maison. Elle est à table. Elle fera le saut quand elle revient de travail la pancarte. Mais tu sais, ça revient les mêmes. C'est différent, par exemple, l'immobilier, dans le sens que c'est un processus qui est beaucoup plus long. Oui. Puis c'est vrai que ça demande beaucoup plus de réflexion que d'acheter un auto. Oui. Mais les objections, la phrase va être la même. Exact. On va se ressembler beaucoup. Là. Exact. Ouais. Mais tu sais, je pense que quelqu'un qui, tu sais, mettons dans l'automobile, qui vend plus comme à pression, un peu plus sur le gun, peut quand même tirer son épingle du jeu. Mais en immobilier, au contraire, je pense que ça peut vraiment comme... Ouais. Parce que c'est pas juste de closer comme Chris, c'est une relation qu'il faut que tu fasses avec ton client, puis après ça, il faut que tu livres la marchandise. Tu sais, c'est beau de dire hey, j'ai closé un contrat, un listing. Après ça, Chris, il faut que tu livres la marchandise pour la vendre, cette maison-là. Exact. Fait que tu sais, t'as comme un... Tu veux pas brûler des ponts non plus, la première rencontre, là? Non, c'est ça, ou juste comme, tu sais, compter des menteries ou, tu sais, mettre les attentes trop hautes ou de dire des affaires que tu seras pas capable de livrer la marchandise. Comme tu dis, une fois que le contrat est signé et la pancarte est en avant, la relation ne termine pas là. Il faut que la maison soit vendue. C'est là que la job commence. Exact. C'est un peu différent, mais bref, ça m'a amené... Parce que, tu sais, ultimement, c'est des skills de communication. Puis d'être honnête, t'es mieux de perdre un contrat en toute franchise que de faire des accrocs, puis après ça, de juste décevoir la personne parce que t'as amené tes attentes. Ses attentes ici, en sachant très bien que c'est juste pour signer. Puis après ça, ben, faut toujours que tu fasses des rattrapages, genre, ouais, mais si, puis tu trouves une nouvelle excuse. Puis tu sais, je pense que la mentalité de l'équipe, on est personne qui veut signer un contrat à tout prix. Là, c'est vraiment de signer dans les bonnes conditions avec toutes les informations disponibles pour la personne, puis qu'elle prenne une décision éclairée. Oui, puis que ça se fasse, c'est ça, d'un climat de confiance. Mm-hmm. Mais ouais, l'automobile, là, ça a tellement été une bonne école. Puis j'ai commencé à m'intéresser à l'entrepreneuriat, au marketing, au behind, comme, OK, les clients rentrent. Moi, ma job, c'est de vendre les autos, mais comment qu'ils rentrent, les clients? C'est quoi leur processus dans leur tête? C'est quoi le marketing? Là, on avait un CRM. Au début, on avait un CRM qui était bof. En donnant, on a fait rentrer un CRM beaucoup plus adapté, plus complexe. Puis j'ai comme pris un peu la responsabilité de dire je vais le monter, moi, le CRM. Mm-hmm. Puis là, je me suis enfermé dans le bureau pendant comme une semaine.
Puis j'ai tout monté le CRM, fait toutes les templates pour les automatisations, toutes les différentes étapes de vente, essayer de tout comprendre le back-end. Puis j'ai vraiment trippé à faire ça, tu sais. Ceux qui ne savent pas, un CRM, c'est une base de données avec les informations des clients avec qui on croise, puis on peut vraiment faire des systèmes pour l'automatiser. C'est comme un peu un deuxième cerveau si on a des suivis à faire pour ne pas l'échapper, puis tout ça. On a le nom de nos clients, leurs informations, un peu ce qu'ils recherchent. Comme ça, on peut pas l'échapper, dans le fond. Là. Toutes les notes par rapport aux clients. Dans le fond, c'est CRM, Customer Relationship Manager. C'est la base de... C'est la base d'une entreprise de vente. C'est pas mal le cœur au niveau numérique là, d'une business. Fait que j'ai monté ça, puis j'ai vraiment trippé à comme travailler avec ça. Puis là, je commence à m'intéresser. Là, on est, mettons, là, 2017, 2018. Tout ce qui est marketing. Je commence à lire beaucoup Grant Cardone, Gary Vee. On passe par là, quand on grind. Je pense que c'est inévitable. Ouais. Puis, mettons, Grant, aujourd'hui, je le suis, je l'écoute encore, mais il y a certaines choses que j'applique, il y a d'autres choses que je suis comme non, ça, j'applique pas. Mais dans ce temps-là, puis il y a un paquet de formations de vente. Je ne sais pas si ça existe encore, sûrement, Cardone University. Ouais. Fait que moi, à tous les matins, j'ouvrais le laptop en déjeunant avant d'aller m'entraîner, mettons. Puis là, je faisais une demi-heure de Cardone University sur un paquet de sujets de vente, marketing, entrepreneuriat. Puis c'était un genre de coaching, tu sais. OK. Fait que j'étais vraiment dans cette culture-là. Là, j'arrive au bureau, là, je vais voir Serge, Jerry, Bruno sont là, tous dans le mindset de vente, de comme go, tu sais. Culture de go-getter établie. À 100 000 à l'heure. Ouais. Puis là, je cours pas encore à ce moment-là, je suis vraiment dans le gym avec les weights. Fait que, tu sais, c'est comme toute ma vie, c'est ça, tu sais. Je suis heureux, mais je suis bien plus heureux aujourd'hui. Je suis beaucoup plus équilibré. Mais c'est le fun là, quand tu es dans la conquête, là, puis que tu as vraiment ça à penser, puis tu as une énergie d'équipe, puis tout ça. Là, tu sens vraiment l'adrénaline dans toi. Puis c'est le fun, ce bout-là. Là, ben oui. Quand même. Là. Ça, j'ai eu ça a été des vraiment belles années. Puis je me souviens, on avait notre board de vente. Quand tu vendais un char, tu allais l'ajouter. Puis on avait un genre de bouton de Grant Cardone, justement, tu pèses dessus, puis là, c'est Grant qui dit une phrase en anglais. Il faut qu'on vendait un char, rentrer dans le bureau, puis on cognait là-dessus. Fait que genre, tout le monde était genre du Grant, là. C'était vraiment, il y avait cette culture. Il est tellement charismatique, là. C'est fun. Il est fun, Grant. Un de mes voyages, justement, en 2019, c'était d'aller le voir à Miami, mais c'était comme un des premiers gros, là, influenceurs, coach, ces réseaux. Là, aujourd'hui, t'en as. Puis axé sur la vente, là. Vraiment. Là. Et l'immobilier. Oui, c'est vrai. Fait que moi, je regardais ça, puis je disais, OK, tu sais, la vente, c'est un bon véhicule, un bon véhicule pour investir en immobilier parce que tu as un bon salaire. C'est un job, tu sais, t'es employé, t'es pas travailleur autonome. Fait que pour le financement, c'est plus facile. Fait que, tu sais, je prends cet argent-là, bang, là, j'investis. J'étais vraiment dans ce mindset-là, tu sais. Fait que, mais là, plus ça allait. En 2018, j'ai eu une vraiment grosse année, une belle année. Puis j'ai vendu 248 chars dans l'année. Fait que c'est quand même, c'était du volume. Ben oui. Puis, on dirait que j'étais comme, c'est quoi le prochain step? Parce que j'avais travaillé vraiment beaucoup, tu sais, cette année-là, évidemment, tu sais, parce que... Si tu comptes les fins de semaine, il y a 365 jours dans l'année. Tu vendais quasiment un char par jour dans les semaines, dans les semaines de 5 jours. Oui, c'est ça. Je prenais pas de vacances, j'étais là tout le temps. Je rentrais dans mes journées de congé. J'avais... Mais heureusement, moi et Bruno, on était les deux seuls, on n'avait pas d'horaire. Il nous disait des fois, mettons, hey, j'aurais besoin que tu restes jusqu'à 9 h à soir, mettons, parce que on n'avait pas d'horaire. Mais on était tout le temps là. Parce qu'on voulait être là, tu sais. Puis parce que, je veux dire, ça... Il n'y avait pas de salaire à l'heure, hein, là-bas? Non, c'est 100% commission. Fait que... Mais là, début 2019, je fais la conférence à Grant, puis je suis comme, OK, j'ai comme plafonné ici, là. Fait que déjà, je pensais, c'est quoi le prochain step? Je veux plus d'argent, mais plus de liberté, plus grosse, comme bâtir quelque chose, là, je suis un employé, tu sais. Parce que là, ton 260 chars, 200 quelque chars, si tu voulais avoir le même résultat ou le dépasser, fallait que tu travailles plus, là. Ouais, tu peux pas vraiment déjà travaillé en crise, là. Ben, c'est ça, fait que je suis comme, tu sais, je peux faire plus d'heures, OK, mais combien de temps ça va durer, ça? Puis la journée que j'arrête de faire ces heures-là, le salaire arrête. Exact. Fait que
Fait que là, je suis parti de chez Subaru, man, sur un coup de tête. Je pense que c'était le jour de ma fête en plus. Je revenais de me faire tatouer. J'étais chez nous. Puis j'ai dit, ouais, fuck it. Faut que je fasse quelque chose d'autre. Fait que j'ai appelé Jer, puis je suis comme, ouais, Jer, je rentre plus. Attends, là. Je te jure. Je te jure. Ben là, tu viens de te faire tatouer. C'est quoi tu t'es fait tatouer? Je me suis tatoué. Là, c'est juste une prière. Ça n'a pas rapport avec le tatouage. Contact avec mais Dieu. je me souviens que c'était la journée de ma fête. Ouais. J'ai appris congé pour aller me faire tatouer. Ouais. Puis là, j'étais comme, OK, il faut que je fasse. Là, il fallait que le move move se fasse là, mais Ouais. je veux dire, tu lâchais pour faire quoi? Écoute, j'avais pas vraiment de plan. Là. J'avais suivi une formation de high ticket closing. Tu sais, mettons, tu as un influenceur qui vend un programme de vente. Ouais. Tu sais, tu as tout le temps comme tu passes mon webinaire pour 20$, puis après ça, du webinaire, il te vend une fin de semaine à 500$, 1000$ pour aller passer 2 jours de comme séminaire. Puis après ça, de là, il te vend son gros package à 10 000$ pour te coacher sur plein d'affaires. Mais pour vendre le 20$, pas pire, le 1000$, OK, mais pour vendre le gros package à 10 000$, souvent, les influenceurs engagent un closer, un high-ticket closer qui va être au téléphone puis qui va comme enligner, qui va closer la deal. Ouais. Fait que j'avais suivi une petite formation là-dessus. Fait que je m'étais fait closer par un high-ticket closer qui m'a vendu cette formation-là. Puis j'étais comme, je pourrais faire ça de partout, tu sais. Puis ça serait un beau way out de l'automobile pour après ça faire d'autres choses. Fait que j'ai fait ça genre 2 semaines. Fait que je suis parti, je dis, m'en faire ça, puis m'a figure out. Mais tu le faisais pour qui? Puis c'est drôle parce que c'est un gars à Montréal qui s'appelle Florian. C'est un coach je le connaissais pas, mais j'avais comme eu cette plug-là. C'est un coach, il vend des formations d'investissement immobilier. OK. Puis là, aujourd'hui, j'écoute ça, puis je suis comme, tabarnak, j'en viens pas. C'était un peu... Mais bref, fait que j'ai fait ça. Écoute, je pense que j'ai fait 2 ventes, 3 ventes. Là, ça n'a pas été... Oh, ça a-tu? OK. Non, j'ai fait peut-être 2-3 ventes. C'était pas super, mais c'était juste comme un esti de coup de tête. Là, pour ça, j'ai rappelé Jer. Ben là, j'ai pris ma décision de faire mon cours d'immobilier. OK. Fait qu'en 2019, là, genre fin avril, début mai, là, pas longtemps après ma fête, j'ai dit, OK, c'est l'immobilier, ça fait du sens, ça fait des années que je pense à ça, que je veux faire ça. Ça reste de la vente, mais il y a le côté entrepreneuriat, côté marketing, côté, là, je peux grossir, je peux faire une équipe ou avoir une agence. Il y a comme plus de possibilités que travailler, que d'être employé, évidemment. Fait que là, j'ai rappelé Jer. J'ai dit, ouais, là, gros, je suis peut-être parti vite, là. Les gars, il a dû savoir. Oui, il savait, là, comme je te donnais un mois, là, puis aujourd'hui, on peut en rire, mais sur le coup, c'était stressant. Comment t'as-tu trouvé ça tough à retourner le voir, honnêtement? Non. Okay. Pour 2 raisons, parce que Jer, c'était un ami aussi, puis il m'a tout le temps fait... Tu sais, quand je suis parti, il m'a dit, tu sais, Steph, c'est ta famille ici. Il dit, la porte est tout le temps ouverte. J'ai quasiment des frissons en disant ça, mais il m'a dit, la porte va tout le temps être ouverte. Puis même quand je suis parti en immobilier, je vais te conter une histoire, là. Puis ça, puis je suis pas un gars qui a beaucoup d'orgueil, tu sais. J'ai fait, ça n'a pas marché. Je retourne chez Subaru. Je me suis pas comme posé la question, qu'est-ce qu'ils vont dire? Là, ils vont dire, ça n'a pas marché ton affaire, ou genre, tes comptes, tu as pris une décision sur un coup de tête, t'es parti. J'avais comme pas cet orgueil-là. Mais j'avais un plan. 1 an, je fais mon cours de courtage, bang, je pars, je vais avoir une équipe, je vais continuer à faire des investissements immobiliers. Okay, le plan de l'équipe était déjà là. Le plan était déjà là, tu sais. Okay. Pourquoi? C'est quoi pourquoi de l'équipe? Ben, je savais que j'étais un gars d'équipe. Okay. Ben, je l'avais, tu sais, ma gang, ma culture d'entreprise chez Subaru. Puis là, je disais, je veux pas nécessairement faire un copier-coller, mais j'étais un gars d'équipe, tu sais. C'est ça, moi, quand tu me parlais de la culture de Subaru, je le vois un peu ici comme comment on est, puis tout ça. Ça paraît que dans ta réflexion d'une équipe, il fallait qu'il y ait une culture. Ouais. Ça paraît, là, que dans ta vision, là, tu vas avoir une certaine culture. Il y en a une ici. Là. Ouais. C'est pas nécessairement une culture de Grant Cardone. Là. On va avoir des résultats, mais il y en a une culture aussi. Fait que là, avec cette équipe-là, ça a fait en sorte que ça a germé dans ta tête. Même en allant en immobilier, tu voulais amener ça, puis ça faisait partie de ton plan. Ça faisait partie du plan parce qu'après ça, tu peux... Tu sais, veux pas, je venais à faire de la formation aussi, comme quand j'étais chez Subaru. Puis j'aimais ça quand les nouveaux arrivaient, puis ils étaient comme,
Hey Steph, je t'écoutais parler, puis là, pourquoi tu as dit ça au client? Ou comme, hey, tu peux-tu m'expliquer là, telle affaire? Puis là, j'aimais ça comme aider, former, tu sais. Ouais. Fait que ça c'est un aspect. Un peu de leadership. Tu avais du leadership en dedans de toi. Ouais. Exact. Il y a l'aspect entrepreneuriat. Mm-hmm. Tu sais, de faire comme là, il faut que je touche à tous les domaines, la comptabilité, les ressources humaines, Mm-hmm. le marketing, les ventes, les systèmes, les processus, l'informatique. Tu sais, ça, j'aime ça, tu sais. Mm-hmm. Fait que ça, je l'avais déjà. Je pensais pas que ça allait arriver aussi vite que ça, mais ça, je l'avais déjà. Puis pour quelqu'un qui veut, parce que tu avais trouvé une zone de confort quand même côté salarial, là, l'immobilier, si tu n'avais jamais fait ça, tu refaisais un cours, tu repartais à zéro, c'est quoi qui fait en sorte que tu es capable de faire le move? Parce qu'il y en a beaucoup qui y pensent et qui le font pas. Toi, c'est quoi? Es-tu capable de déterminer c'est quoi? Pourquoi tu es capable de le faire? Ben, premièrement, tu sais, j'avais une belle qualité de vie puisque je faisais mon horaire, je faisais 120, 150 000 par année comme employé, là, fait que pas de dépenses, tu sais. Puis je travaillais un peu sans dire que, tu sais, je travaillais un peu quand je voulais, tu sais. J'étais comme un peu un travailleur autonome. Puis je me disais, c'est sûr ça va marcher en immobilier parce que tout ce que j'ai fait, là, mettons, depuis 2015, là, on est rendu en 2020, tout ça, j'étais sûr, tu sais, Compound Effect, tu l'as lu le livre, là? Mm-hmm. Ceux qui ne l'ont pas lu, Effet cumulé, Compound Effect, c'est number one, moi, d'après moi. One, ouais. Ben, je savais que tout ça, là, ça allait faire un effet de levier, tu sais. Mm-hmm. J'étais comme convaincu de ça. Ouais. Puis tu sais, il y a une différence entre la confiance puis être cocky, tu sais. Ouais. Je savais que ça allait être beaucoup de travail puis qu'il allait y avoir des périodes que j'allais tout remettre en question, mais je savais que ça allait marcher. J'étais convaincu de ça. Mais pourquoi? Parce que j'avais confiance, man. J'avais confiance en moi, mes skills aussi d'aller chercher le bon monde, les bonnes connaissances. Ouais. Parce que c'est pas juste comme je suis bon, je vais être capable de le faire tout seul. C'est OK, je le sais qu'en donné, je vais struggler pour telle affaire, mais j'ai confiance que je vais aller chercher les bons outils, les bonnes personnes qui vont m'aider à. Ça, je l'avais, cette confiance-là. Mais c'est ça. Mais j'ai pas l'insécurité financière aussi. Ouais. Puis ça, on en parle, on en a déjà parlé. Tu sais, j'ai pas peur de. Tu sais, mettons, mes années de consommation, là, c'était. J'avais pas de compte de banque. Ouais. J'avais zéro. Je me levais le matin, j'avais pas d'argent. J'ai dit, OK, aujourd'hui, il faut que je fume. Je fume un paquet et demi par jour. Il faut que je consomme, il faut que je sniffe, puis il faut peut-être que je mange à travers ça, tu sais. Fait qu'à tous les jours, c'était comme. Je n'avais pas d'argent. Là. Figure it out. Puis, j'ai passé pas une couple de fois, mais je suis pas mort. Fait qu'aujourd'hui, je me dis, tu sais, puis je me suis endetté, puis tu sais, évidemment, c'est pas comparable. Mais tu as déjà vu bien des situations. J'ai vu des situations. Ouais, mon cerveau, il sait que genre, tu vas tout le temps trouver une façon. Dans ce temps-là, c'était de consommer, mais aujourd'hui, ça va être de thrive puis de réussir. Avec toi, avec ça, pour revenir au titre du podcast, Mentalité de gagnant, c'est que quand on commence quelque chose, puis les gens qui ont du succès en entrepreneuriat, ultimement, c'est d'ignorer des peurs puis des doutes parce que tu peux jamais être sûr à 100% que ça va fonctionner. Je pense que le lien commun que plusieurs entrepreneurs ont, c'est qu'ils savent qu'il y a une possibilité qu'ils se rendent le dos contre le mur puis qu'ils se plantent complètement, mais que rendu dans cette situation-là, ils vont pas abandonner. Ouais. Puis ils vont figure it out, tu sais. Puis je pense que quand tu as cette confiance-là, tu sais, tu parlais de confiance, moi, c'est ça que j'ai en dedans de moi. Ça prendra le temps que ça prendra, mais si j'entreprends un projet, peut-être ça va commencer comme ça, puis ça va descendre en pointe de flèche comme ça. Une fois que je vais être rendu là, ça sera pas mort, là. Je vais me battre, puis je vais remonter, tu sais. Puis ça, je pense que ça fait partie du processus, mais il faut que tu te dises que c'est une possibilité, puis qu'une fois rendu là, ben comment je vais réagir. Puis il faut juste jamais t'abandonner. Mais ça, tu l'as dans toi, ce feu-là, puis ce combattant-là dans toi. Mais ça se bâtit. Ben oui, ça se bâtit. Ça apparaît pas juste comme ça. Mais tu l'as bâti dans tes années d'expérience. Tu sais, mettons là, j'ai 35 ans aujourd'hui. Mettons, il y a des courtiers qui performent super bien, puis sont dans le début vingtaine, tu sais. Ils ont 22, 24. Je pense à un en particulier qui a du gros succès là, ici à Gatineau, puis je pense même pas qu'il a 25 ans, puis c'est des gros chiffres. Puis je suis comme, wow, tu sais, moi, à cet âge-là, jamais j'aurais pu avoir ça, tu sais. J'étais pas sérieux dans ma vie, j'étais pas là, tu sais. Mais là, c'est tout le temps de voir quand ça va bien, tout le monde paraît bien. Ouais. Quand ça va mal, c'est là que tu vois.
Parce que c'est pas fait pour tout le monde, la vente, l'entrepreneuriat. Ben, tu sais, mettons être payé à commission. Là. C'est pas Disons-le des comme entrées ça, là. d'argent stables. Ouais. Parce que tu sois employé à commission ou à ton propre compte, que tu sois travailleur autonome ou que tu gères une business avec des employés, peu importe, c'est que ton salaire n'est jamais assuré, là, jamais fixe. Mais c'est pas fait pour tout le monde. Puis c'est correct, tu sais. Mais il faut que tu saches c'est quoi. Tu sais, quand tu vas rencontrer un planificateur financier là, pour investir à la bourse ou placer tes REER, il va te dire c'est quoi ta tolérance au risque. Il faut que tu sois honnête en estime envers toi-même pour dire ben moi, ma vraie tolérance au risque, c'est ça. Moi, si ça descend en bas de tel montant, ben je dors pas le soir. Ben, Chris, soit que tu travailles là-dessus ou soit que tu fais comme, ben, tu sais, non, c'est pas un placement pour moi ou c'est pas un choix de carrière pour moi parce que, Chris, si t'es pour être stressé... on se connaît quand même en tant que personne. Il faut être honnête envers nous-mêmes aussi. Il faut. Ouais. Il faut. Puis moi, je pense que j'ai cette confiance-là. Puis j'ai pas... Tu sais, j'étais stressé un peu au début, puis ça coûte cher commencer en immobilier, tu le sais, là. Ah oui. Mais j'étais comme, ça va se refaire, tu sais. Mm-hmm. Des fois, je suis peut-être un peu naïf pour certaines choses, mais à date ça a fonctionné. Je me suis pas retrouvé comme dans des mauvaises situations. Mais... Fait que là, tu prends la décision, tu y vas de l'avant, commence en immobilier, tu tombes dans la pandémie aussi. C'est ça, je veux te compter. Ouais. Là, on est en pleine pandémie. Ça prend genre 3 mois avant que je puisse faire mon examen. Je peux faire mon examen en mars 2020, c'est poussé. Là, on arrive en août 2020, j'ai mon permis, je suis fou comme de la merde. Puis le plan que j'avais établi avec Jer, c'était je vais rester au concessionnaire comme 1 à 2 journées semaine pour comme faire une transition, puis je vais faire de l'immobilier. Puis quand que ça va décoller en immobilier, je vais avoir mes premières rentrées d'argent, je vais partir de chez Subaru. Fait que là, je rentre dans le bureau à Jer. Je dis, oh man, j'ai eu mon permis, je suis fucking stoked, comme je commence, blablabla. Puis là, il est comme, hey, je suis vraiment content pour toi, Steve-là. Je vais te rendre un service. Là. Il dit, je te calisse d'or. Il m'a dit ça de même. Il y a un franc-parler, Jer. Là, c'est mental, ça. Je dis, qu'est-ce que tu veux dire? Il dit, Steph, il dit, tu vas me remercier plus tard, là, mais il dit, tant aussi longtemps que tu vas être ici, tu vas avoir un pied dans la porte. Il dit, tu vas jamais... Comme tu vas avoir ton filet de sécurité. Il dit, j'ai confiance en toi, je te connais, tu vas avoir du succès. Il dit, va-t'en en immobilier à 100%, puis il dit, on s'en reparlera dans 6 mois, 1 an, mettons. Puis là, il m'avait encore dit, si jamais ça ne fonctionne pas, la porte est tout le temps ouverte ici. Mais il m'avait dit, il dit, je te calisse dehors. Fait que là, c'était un beau moment parce que j'ai fait, oh mon tabarnak, là, j'étais stressé, mais ça marque de confiance, ça m'a comme, on a pleuré dans le bureau, puis j'étais quand même, tu sais, merci, genre, pour tout ce que tu m'as donné depuis 5 ans et demi. Là, puis, fait que ça a été ça, je me suis fait mettre dehors. Mais, dans la jungle. Dans la jungle. Moi, c'est un peu la même histoire. Quand il a fallu que je prenne ma décision, ben, j'étais en congé sans solde. Ouais. Je pouvais retourner dans la police, mais côté argent, quand j'ai eu mon permis puis ça commençait, je pense que j'ai eu ma dernière paye dans la police 2 semaines ou 1 semaine avant d'avoir mon permis. Là. Fait que comme c'était genre, tu le reçois, puis t'as pas de commission, tu sais. J'avais 12 000 $ de côté. Parce que j'avais investi beaucoup, mais j'avais fait des bonnes mises de fonds avec Ben en immobilier. Tu sais, j'avais quand même placé mon argent, mais j'avais pas de liquidité, de la grosse liquidité disponible. Fait que c'était... Il y a quand même un côté que c'est comme, OK, t'as pas le choix, man. Ta deuxième était-tu née? Non, elle était pas née encore, mais ma blonde était enceinte. C'est ça. Je pense qu'elle était enceinte, elle était rendue à moitié chemin pour la deuxième. Fait que, il y avait comme cette force interne-là en dedans de moi. Puis une confiance, comme toi. Tu sais, je pense quand on a pris la décision de faire le move, il n'y avait pas vraiment un scénario où on se plantait royalement, mais on était capable de vivre avec ce scénario-là. Mais non, c'est ça. Fait que j'appelais des proprios, man. J'étais comme, let's go. Là. Ouais. Fallait que ça se passe. Puis je pense que si j'avais une paye de police qui rentrait, ma progression aurait été vraiment, vraiment plus lente. Ouais, parce que veux pas, tu sais, l'humain est fait de même. Mm-hmm. Tu sais, c'est vraiment quand t'es à côté, le dos au mur, que t'es comme, OK, là, il faut que ça marche, j'ai pas le choix, genre. Ouais. C'est là que tu vas comme... Ben, je sais pas si tout le monde est de même, en tout cas. Mais tu sais, il n'y a pas une recette. Tu sais, je pense qu'il y a des gens qui ont des... En immobilier, il y a beaucoup de terrains connus en entrepreneuriat. Ça reste de l'entrepreneuriat, mais on sait un peu la ligne directrice. Quand tu pars une entreprise, il y a plus de surprises, tu sais. Si tu vends un produit, la production, tout ça, tous les coûts que tu apprends à vivre avec. Ouais. Fait que c'est normal là, de pas... je ne conseille pas à personne de lâcher une job stable pour tout de suite rentrer dans
dans une entreprise que tu connais pas. Il y a un apprentissage à faire. Mais je pense qu'à un moment donné, il n'y a jamais une certitude que ça va super bien aller tout le temps, mais il faut que tu aies une décision à prendre. Oui, puis il faut que tu sois capable de vivre avec le bon autant qu'avec avec le mauvais. Ouais. Tu sais, je me souviens quand quand je suis rentré chez Subaru la première semaine, j'ai checké la board, j'ai dit OK, c'est qui le. Moi, j'étais plus compétitif dans ce temps-là. Je dis c'est Bruno Lopez, le numéro 1. Je ferais la même affaire. Là, je sais qui c'était style Bruno Lopez. Fait que là, je m'en massais dans le bureau à Bruno. Puis finalement, on est devenus des bons chums. Mais là, je m'en vais dans son bureau, puis je dis OK, c'est toi le kingpin. You're the top guy. You're the top guy. Non, mais d'une façon super, tu sais, c'est toi qui as les plus gros chiffres. Comment tu fais? Montre-moi ce que tu dis à tes clients, comment tu travailles. Je peux-tu t'écouter, genre? Là, il était comme, ouais. Fait que, il m'a comme montré comment il travaillait, ce qu'il faisait. C'est tellement un bon move. Ouais. Pourquoi pas faire ça? T'as le numéro 1. Je l'écoutais. Il parlait à des clients, j'allais m'asseoir comme à côté du char. Là, j'écoutais ce qu'il disait à ses clients. Genre, ça, c'est bon, OK. Puis là, j'allais rencontrer mes clients, là, je disais ça un peu. Puis, tu sais, en immobilier, Chris, le chemin, il est tracé, là. Mm-hmm. On réinvente pas la roue, là. Il y en a des centaines, des milliers de courtiers qui ont eu beaucoup de succès, qui sont passés avant nous autres, là. Ouais. Fait que le chemin, il est déjà comme tracé. C'est une entreprise de service. Ben ouais. Tu vends toi-même. Les maisons sont là, il y a de l'inventaire. Chacun appartient à sa maison. Ouais. Ils ont juste une décision à prendre avec qui ils veulent faire affaire. Ouais. Fait que ta job, c'est de te vendre toi. Là. Ouais, exact. T'es ton produit. Là. C'est ça. Rien de plus que ça. Après ça, c'est livrer une marchandise, comme livrer la marchandise, offrir un bon service pour avoir du repeat business, mais ça reste que c'est quand même facile à vendre toi-même. Là. Ben, ça dépend pour qui. Ça dépend pour qui. Faut que tu sois comme. Faut que tu te connaisses, ouais. Mais ça reste, c'est ça, le chemin est tracé. Tu sais, moi, je dis, ben, je vais aller avec Remax. Il y a un paquet de les plus gros courtiers. Là, il y en a qui vont me lancer qui vont dire, non, il y a d'autres agences, mais Remax, en tout cas. Tu sais, les plus gros courtiers sont là. Je me suis dit, ben, j'ai juste à suivre le chemin, le faire à ma façon, évidemment, avec mes valeurs, mais le chemin est déjà tracé. Tandis que, tu prends un gars comme, mettons, je sais pas, Martin Paquette du Spa Nordique, là. Ouais. Lui, il est arrivé, il a fait comme. Il n'y a pas personne qui a dit, OK, ben, si tu ouvres un spa qui va être le plus gros en Amérique du Nord, il faut que tu fasses ça, ça, ça. Il l'a fait lui-même, il a figure out. Ça, c'est de l'entrepreneuriat pur et dur. Ça me fait capoter. Puis ça, c'est bien plus risqué. Ouais. Tu sais, puis là, surtout, tu as déjà entendu son histoire à lui? Non. J'ai entendu une fois, une conférence au Cégep, une petite histoire de fou, puis il en a pris des risques. Mais tu sais, c'est un exemple. Tu sais, quand tu y penses, en tant que courtier, on a pris un risque de partir d'une job stable, mais tu sais, financièrement, tu sais, mettons, ça coûte après ça 10-15 000. C'est très prévisible. Là, comme tu peux faire de l'argent ta première année. C'est ça. Tu peux être dans le cash flow positif. Comme quand on parle de faire de l'argent, c'est de te payer toi-même puis de pouvoir. Qui en reste dans le business. Qui en reste dans le business, c'est ça. Pour toi, commence à vendre des souliers, là, ta première année, tu ne feras pas tout est dans le business. Tout, ou va falloir que tu empruntes en crise pour. Fait que, tout ça pour dire que, tu sais, oui, il y a un risque, mais c'était quand même un risque calculé. Ouais. Puis, tu sais, c'est pas comme si, mettons, je partais d'une job de construction, whatever, pour nommer, tu sais, puis que je commençais à faire de l'immobilier, que, ben, tu vas me dire, ça peut avoir rapport, mais dans le terme de communication, de vente, de skills de marketing, tu sais, je partais pas d'une industrie qui était complètement différente. Là. Fait que là, tu fais 2 ans en immobilier. Ça a fonctionné. Ça a bien fonctionné. Ouais. Faisais-tu 2 ans? Non, ça faisait même pas 2 ans. Parce que là, quand j'ai commencé l'équipe, ça faisait 1 an. 1 an. Et ça fait 1 an et demi, moi. Ouais. Jamais je me verrais partir d'une équipe. Ben, ça s'est fait naturellement. J'ai appelé Edith, j'étais dans le jus, puis là, j'ai appelé Edith, une dirigeante d'agence. Salut Edith, j'espère que tu écoutes nos podcasts, Edith. Puis j'ai dit, t'aurais-tu quelqu'un un courtier de l'agence là, que j'aurais besoin d'aide? Puis elle m'a nommé 2 noms, puis dont Seb. Je suis allé rencontrer Seb, puis je suis tombé en amour avec Seb. Tu le sais, comme il est tellement. Seb, c'est. J'ai parlé 10 minutes, j'ai fait OK, j'ai besoin d'un. Il faut que je travaille avec un gars de même. Ouais. Dans ma vie aussi, Seb m'apporte un équilibre. Moi aussi. Il est comme apaisant un peu. Pas apaisant, mais il me fait voir un autre côté de la médaille. Ouais. Je sais pas si c'est à cause qu'il a 40 ans, peut-être, c'est ça. Il vient d'avoir 40 ans. Il vient d'avoir 40 ans, mais il me fait des fois comme. Comment je peux dire ça? Tu sais, des fois, moi, je suis comme impulsif. Je suis comme, OK, let's go, fuck it, on fait ça. Puis là, Seb, il me fait me poser la question.
Ouais. Il me fait penser à des choses que je voyais pas. Ralentir. Ouais. Mais c'est tellement bon. Je veux pas dire ralentir, non. Ralentir ton thought process. Thought process, ouais. Puis pivoter, puis faire comme, ouais, c'est vrai, Seb, t'as raison, j'avais pas vu ça de même, on va le faire de même à la place. T'sais, au lieu de dire comme, OK, je m'en vais dans cette direction-là, il va te sortir, mais t'as-tu pensé à ça, t'as-tu pensé à ça? Des fois, c'est bon d'avoir des gens qui pensent pas comme nous, là, autour de nous, des fois, d'avoir une mentalité, on parle d'avoir un cercle positif autour de nous. On peut être très bien positif, mais être complètement différent dans nos façons de penser. Je pense que c'est bon, là, cet équilibre-là. Là. Ah ben oui. Ouais. Fait que ça commence de même, on commence à travailler ensemble. Au début, c'était très embryonnaire. On s'était fait un genre de plan de comme, ça ne sera pas une équipe officielle, mais voici comment on va organiser côté, mettons, financier, puis comment est-ce qu'on coalise, puis tout ça. Mm-hmm. Puis c'est lui qui m'a dit, « Hey, tu verrais, ça serait le fun, me semble, équipe Castleman. » Puis là, j'avais le sentiment d'imposteur. Je disais, mais non, Chris, ça fait un an que je suis courtier, il m'a avoir l'air d'un tata. Devant les autres? Ben, un peu. Courtier, là. Ouais, ben oui. Je suis comme, c'est qui, là? Après un an, c'est pas une équipe, là. Déjà, c'est sûr que ça s'est dit, là. Ben, c'est sûr, là. C'est qui? Lui, il a eu une bonne année, là. Il pense qu'il va venir, tu sais, c'est sûr, là. Ben oui. Ça, puis, tu sais, j'avais d'autres projets aussi, peut-être plus. Je voulais peut-être m'aligner dans faire des flips aussi à ce moment-là. Fait que là, on dirait que mon énergie mentale était comme, c'est pas finalement, je ferais pas de flip. C'est du courtage que je veux faire. J'étais comme j'ai été un mois peut-être là, dans ça. Fait que là, je disais à Seb, non, pas tout de suite. Puis là, Seb, il est bon, il lâche pas le morceau. Non, Seb, il est bon, il est très, très bon. Finalement, il m'a dit, puis j'ai dit, tu sais quoi, Seb, fuck it, on se met à table à dessin, là, les deux, avec Steph dans le temps, puis comme, on part ça, tu sais. Mais juste comment Seb, c'est une bonne personne. Je veux dire, il t'aidait à starter ton projet, mais pourquoi, tu sais? Ben ouais. Ça y apportait pas grand-chose là, que tu commences une équipe, je pense, là. Ben, personnellement, là. Ça y apportait... Ben, je pense qu'il voulait... Il faudrait demander à ce moment-là, c'était quoi sa motivation. Mais de te pousser vers un branding, équipe Castleman. Mais tu sais, Seb, il y a un très, très fort sentiment d'appartenance avec l'équipe. Il est fier. Ouais. Puis ça paraît. Puis ça, j'adore ça de lui. Tu sais, c'est quelqu'un qui est loyal. Mais je pense qu'il voyait que c'est là que je voulais m'en aller. Exact, c'est ça que je veux dire. J'étais comme, c'est pas le bon timing. On dirait qu'il sentait qu'il fallait qu'il t'aide. Il fallait qu'il me pousse, là, juste un peu. Puis... Tu sais, moi, j'ai confiance en Seb, en tous vous autres, là, en toi, Ben, Sam, Val, les yeux fermés, là, tu sais. Je te disais, tu peux-tu, mettons, je t'envoie un client, hey, la fin de semaine passée, j'étais pas là, je disais, tu peux aller faire une visite, les yeux fermés, je le sais que le client va être... Vous avez eu un offre acceptée, en plus. En plus, c'est ça. Je suis bon, là. T'es tellement bon. Ça n'a pas de sens. Hey, wow. Fait que ça a été... ça s'est fait comme juste vite, mais ça s'est fait naturellement. Ouais. Après ça, on vous rencontre, vous autres. Ouais. Toi puis Ben. Puis c'était go de flow, j'imagine. Hein? À ce bout-là, t'avais comme, OK, moi puis Seb. Puis t'avais-tu dans la tête déjà de vouloir... Parce que nous, on avait été parler à Médéric dans le temps qu'il était chez PMML. Puis il avait dit, je pense que Steph. Puis je t'avais même pas contacté. T'avais fait une story avec Med. Puis là, j'étais comme, Chris, t'es en train de faire ton cours. Puis Med, il avait écrit, je sais pas quoi, avec la relève des courtiers. Là, j'ai comme catché que t'allais être courtier bientôt. Je t'ai écrit. Puis, mais tu sais, si ça n'avait pas été de ça, j'étais pas en mode recherche. On s'était parlé par rapport à genre de l'entraînement, là, squat rack ou quelque chose comme ça. C'est fort les réseaux sociaux quand tu... Oui. Tu sais, les gens, là, pour faire des liens, on a un esti de bons liens, on travaille ensemble au quotidien, puis ça partit, ultimement, la glace s'est brisée avec les réseaux sociaux. Les réseaux sociaux, mais ouais. Puis les stories Instagram, là, tu sais, des fois, on est comme... j'ai de l'air de m'aimer, je partage... C'est important de partager qui on est vraiment, parce qu'après ça, tu connectes avec des gens qui sont comme toi, qui ont les mêmes intérêts que toi. Comme nous, c'était par rapport à l'entraînement qu'on s'est parlé la première fois. Oui, c'est ça. Puis, tu sais, si t'es toi-même, tu vas raisonner avec du monde. Tu vas aller chercher du monde qui sont comme toi, c'est vraiment cool. Il y a quelqu'un qui m'a dit cette semaine, puis ça, c'est tellement un beau compliment. Je trouve la personne, elle m'a dit, t'es ce que t'annonces. T'es ce que t'annonces, ça veut dire que comme what you see is what you get, puis c'était positif, évidemment, quand elle m'a dit ça, mais j'étais comme, ça, merci, ça me touche, tu sais. Parce que, Chris, tu veux pas te faire dire, je pensais que t'étais même, finalement, tu sais. T'es plus cool en vidéo, hein? T'es plus cool en vidéo. Fait que non, ça a commencé de même, puis là, ben, the rest is a story, man. Puis on a, comme on disait, les chiffres sont là, une super belle année.
Fait que là, tu es rendu avec, attends une minute, là, toi, plus 3 courtiers, 2 employés, avec 2 adjointes. Ça aurait été un côté, je pense, qui m'aurait stressé. Moi. Je pense d'avoir d'autres courtiers de leadership dans le domaine du courtage, essayer de faire grandir les courtiers, ça m'exciterait. Mais côté avoir 2 employés à payer puis d'avoir assez de jobs pour eux autres puis tout ça, je pense que ça... Comment tu vis ça? Avoir des adjoints puis avoir assez de jobs pour eux autres puis des... Ben, c'est sûr que des fois, il y a un stress. Je veux dire, à un moment donné, les commissions, ils rentrent. Des fois, tu as des mois, ça rentre au bout. Tu as des mois que ça rentre pratiquement pas, mais les dépenses, eux autres, ils sortent. Fait que tu as des fluctuations. Mais j'ai une bonne... je pense que je gère bien mes finances, mais je gère bien mon stress aussi, tu sais. Ouais. Mais mon stress, c'est que tout le monde soit heureux. Ouais. Tu sais. Qu'à la fin de l'année, puis tu sais, on a eu la discussion à la fin de l'année passée, on est allé manger, puis j'ai dit, t'es-tu heureux? Tu m'as dit oui. Puis une chose qui est importante, tu sais, t'es un travailleur autonome. Puis pour moi, il faut que ça fasse du sens pour toi d'être en affaires avec moi, tu sais. Ouais. Puis j'ai eu la même conversation avec Ben puis avec Seb de dire, pour toi, tu trouves-tu que pour ta business, tu fais une bonne chose de travailler avec moi puis vice-versa? Puis la réponse était unanime, c'est oui, mais c'est important. Tu veux pas avoir l'impression que comme... Moi, c'est important pour moi que vous soyez heureux dans le quotidien, mais que ta business, à la fin de l'année, tu fasses comme, Chris, ça vaut la peine de continuer à travailler avec Steph, tu sais, pour telle raison. Parce qu'il y en a aussi qui vont voir, tu sais, il y en a qui cherchent des équipes, tout ça, ils vont voir le chef d'équipe comme un peu, on peut voir une entreprise pyramidale, dire, je vais rentrer là, puis là, Chris, il va me prendre de ma commission. Mais ce gars-là, comme toi, là, tu prends beaucoup, beaucoup de risques financiers puis de chaleur sur tes épaules sans nécessairement avoir de garantie en retour, mais tu essaies d'établir la meilleure culture possible pour avoir ces retours-là. Mais je veux dire, tu sais, toutes les soft costs d'avoir payé bureau, payé les adjoints pour nous autres, moi, le fait d'être en équipe, ça me permet de faire 100% ce qui me passionne puis ce que je suis le meilleur, c'est de faire des réseaux sociaux. Je peux me partir un podcast, même je peux profiter du local que tu as créé, tu sais. Comme c'est fucking nice là, que tu me permettes de faire ça. Là. Ici, c'est juste $200. C'est juste 200 $, c'est ça. Mais pour vrai, tu sais, juste ça, moi, côté... Ben oui. Toute la vision que tu as réussi à créer en ayant une adjointe, Val, qui est exceptionnelle côté admin. Après ça, Sad, qui est exceptionnel côté tout back-end, réseaux sociaux, tout ça. Man, ça nous donne tellement de liberté dans la tête. Ben merci. Je suis content que... Si tu n'apprécierais pas, je pense qu'on ne serait pas ici pour en jaser. Mais merci, parce que c'est ça que je veux faire. Parce que, tu sais, moi, je veux créer quelque chose que moi, j'aurais adhéré. Ouais. Tu sais, il y a des équipes que je regarde, puis je suis comme, tu sais, moi, j'aurais pas adhéré à ce modèle d'équipe-là, puis c'est très correct. Fait que c'est pas ça que je veux créer, tu sais. Fait que j'essaie de créer quelque chose qui est plus comme un... Ben justement, qui est pas pyramidal. On est tous des travailleurs autonomes. Ouais. Pas le boss à personne. Faut qu'il y ait un branding. On peut pas tout être. Faut qu'il y ait comme une vision commune quand même. Mais on peut tout faire parce qu'on reste qu'on se vend nous-mêmes. Fait qu'on peut tout le faire à notre façon dans l'équipe. Exactement. Puis on a toutes des personnalités un peu différentes. Moi, je vois ça plus comme le parapluie d'équipe Castleman. Oui, il y a un branding, il y a des systèmes, des procédures, mais ça reste que tu fais ton podcast, c'est tes trucs, c'est ta personnalité qui est mise de l'avant. Mais ça, je pense que ça part aussi d'une confiance. Tu sais, si tu n'as pas confiance en toi, c'est comme le gars qui est jaloux. Sa blonde, elle sort avec ses chums. Là. Le gars est jaloux, il est à la maison, puis il a texte. T'es où, tu reviens quand? T'as-tu vu des gars? Là? Si t'es jaloux, Chris, c'est parce que tu n'as pas confiance en toi. Si tu as confiance en toi, là, ben oui, va t'amuser avec tes amis. Tu sais ce que je veux dire? Si j'avais pas confiance, je serais tout le temps comme en train de vouloir contrôler puis tout checker. Puis là, comme, tu parles à un autre courtier, là, c'est quoi, il veut t'avoir dans son équipe, là, ou c'est pas ça pantoute, là? Non, tu navigues très bien que ça. Là. Fait que c'est pas, j'ai pas ça. Puis, c'est sûr que d'avoir 2 employés, tu sais, oui, faut que tu leur donnes du travail. Mais c'est le travail que je donne, moi, ça me permet de faire un paquet d'autres choses, comme faire un podcast, comme partir une semaine, aller courir en Arizona, comme faire un paquet d'autres courses, comme faire... c'est la vie que je veux vivre. Ouais. Je pourrais tout faire quasiment tout seul. Là, puis là... je travaille 100 heures semaine. Man. Non, ça, on en a parlé justement...
On a parlé avant le podcast, là, puis c'est ça, la vision. Tu sais, je n'en vois des gens qui performent 100%, sont investis, puis j'ai beaucoup de respect pour eux. C'est juste que je me dis, dans ma perception à moi, qui a 2 jeunes enfants, puis tout ça, si je mets 10 ans de ma vie à focus 100% sur le travail, c'est 10 ans perdus, puis que là, je suis rendu dans la quarantaine, je dis « Hey, wow, je suis millionnaire, j'ai tout ce temps libre-là, mais ce temps libre-là, as-tu trouvé ça plate de rien faire? T'sais, pourquoi j'aurais pas pu travailler à 60%, puis dans la quarantaine, je continue à 60% en étant très impliqué dans la vie de ma famille. » T'sais. Je pense que c'est bravo d'avoir ces réflexions-là. Puis je pense pareil comme toi aussi d'avoir. J'aime pas le mot équilibre, je dis tout le temps ça, mais j'ai pas encore trouvé un mot pour remplacer le mot équilibre. Mais c'est d'avoir plusieurs sphères dans ta vie. Puis qu'est-ce que je voulais dire avec ça? Tes filles, là, ils vont pas se souvenir que papa, il a gagné tel trophée en 2024 parce qu'il a fait tant de ventes chez Remax. Là. Exact. Il va se souvenir que mais papa, il était pas là. Papa, il travaillait beaucoup. Papa, il venait jamais nous border. C'est tout le temps maman. Puis, tu sais. Ouais. Mais non, tes enfants, ils vont se souvenir que tu étais là, que tu étais présent, que tu avais du fun avec eux. Tu sais. J'ai pas d'enfants, c'est pas la même réalité, mais moi, je suis en forme, je suis en santé là. Exact. Tu es en train de courir, t'épanouir, il y a bien des affaires à vivre. Mes affaires là. Ouais. Il y a un. Je n'ai pas parlé encore sur le podcast, mais je vais sur mon podcast, mais j'en parle là. Il y a un gars dans la communauté trail qui est décédé il y a 2 mois à peu près, 2 mois et demi, Marc-André Paillé. C'est pas un gars que je connaissais personnellement, mais je savais c'était qui. C'est une petite communauté, la trail au Québec, puis c'est un gars qui était très connu tout le temps dans les événements. Il y avait le podcast Tout Trail. Il y a la compagnie Tout Trail qui font du coaching aussi. Fait que c'est super connu dans ce milieu-là. 44 ans, si je ne me trompe pas, il est décédé au mois d'octobre. Il courait dans sa montagne, au Mont-Saint-Grégoire. Crise cardiaque, bang, on the spot. Il est mort en faisant ce qu'il aimait, dans la montagne. Puis, c'est pas un gars qui était malade. Semblerait, là, je ne connais pas tous les détails, semblerait qu'il y avait des problèmes cardiaques dans sa famille, mais tu sais, ça reste que c'est crissement jeune, 44 ans, pour mourir, tu sais. Puis, il y a 2 affaires que je veux mentionner par rapport à ça. C'est que, Chris, ça se peut, moi, d'un matin, j'ai un accident, puis je peux plus travailler, je peux plus courir, que je parte ou que je sois fucking, je touche du bois, là, paraplégique, ou tu sais, qu'il y a n'importe quoi. Fait que, tu sais, YOLO, profiter de la vie, là, comme oui, tu peux avoir un équilibre entre être sur le grind, puis comme vivre le moment présent, tu sais. Le moment présent, bâtir ton futur, tu peux avoir un équilibre entre laisser de la place. Puis, il y a des moments dans ta vie où il faut que tu sois sur le grind pour essayer d'accélérer un peu le processus. Mais après ça, c'est d'identifier comme, OK, là, c'est quoi qui est important. Là. Je me suis rendu là, puis il y en a qui ils restent pris. Sont là. J'entends, Julien Arun de la compagnie Believe, j'écoute son podcast aussi, puis Journal d'un entrepreneur. Très bon. Puis lui, sa business n'arrête pas de croître, mais son rythme de vie à travers les années n'avait jamais changé. C'est ça qu'il disait. Il dit, je travaille autant que Day One, mais je serais pas obligé. Puis là, il a comme oublié toutes les choses qu'il aimait. C'est en écoutant des gens un peu comme ça que du temps perdu, c'est du temps perdu. Ouais. Tu peux pas revenir en arrière. Fait. Puis, du temps perdu. Puis, j'ai comme perdu mon idée. Tu pourras pas racheter ce temps-là plus tard. T'sais. Exact. Fait que ça, c'est la réflexion que j'ai eue par rapport à Marc-André. J'étais comme, tu sais, est-ce que la vie, elle peut être fucking longue. Moi, j'espère vivre jusqu'à être en santé jusqu'à 80 ans, 85 ans, puis courir des ultras, man. Mais ça se peut que c'est pas ça que la vie est de réserver pour moi. Fait que je veux pouvoir me dire comme j'en profite là, tu sais. En ayant un équilibre, en bâtissant, ça veut pas dire de tout flamber ton cash puis dire ça se peut, je meurs demain matin, je m'en calisse. C'est juste d'avoir comme un. Tu veux faire quelque chose, arrête de le repousser. Tu veux faire un marathon, et pourquoi en 2025, inscris-toi cette année, là? À moins que tu aies des circonstances, mais règle générale. Puis l'autre affaire aussi, c'est que quand il est décédé, il y a eu une marche, une cérémonie dans sa montagne. Fait qu'on s'est ramassé. C'est un bon ami à ma blonde, fait qu'on a été. Puis il y avait un paquet de monde de la trail au Québec, du monde de partout, qui était sur la montagne pour faire une petite marche. Puis après ça, il y a comme un genre de salle érablière, whatever, où il y a eu une cérémonie pour lui. Puis c'était super émouvant. Puis il y avait, je sais pas, 300 personnes peut-être. Puis j'étais comme, ce gars-là, c'est-tu un gagnant? Ouais. Il est décédé. 300 personnes à peu près
qui sont là. Tout le monde avait juste du positif à dire sur lui, bien évidemment, là, tu sais. Mais j'étais comme, hey, as-tu laissé un bel héritage, lui? C'est pas fou. reconnu à cause de... C'est pas un gars qui gagnait qui faisait des podiums. Rendu là, je sais pas combien d'argent qu'il avait. Dans son compte de banque. On s'en calisse. Ouais. Le monde était là parce que quoi? Parce que tout le monde disait il était tout le temps là pour t'écouter, pour t'encourager. Ouais. Il était tout le temps de bonne humeur. Moi, je le connaissais pas. Tu sais, j'ai une photo avec à Backyard de Kakuna quand j'ai fini. On était une gang, puis il était dans la photo. On s'était comme vu quelques fois. On savait on était qui, mais on s'était jamais vraiment parlé. Mais tous les messages que le monde disait, c'était ça, comment qu'il était, que c'était une bonne personne, tu sais, puis qu'il avait marqué le monde autour de lui. Puis ça m'amène à me dire, tu sais, à un moment donné, quand je vais partir, qu'est-ce que le monde va se souvenir? C'est tellement un bon exercice à faire quand même, ça, pour mettre les choses en perspective au day-to-day. T'es-tu en train de faire la bonne chose pour toi? Ou qu'est-ce que le monde va dire à tes funérailles? Ouais. Tu sais, c'est comme une phrase que j'ai. Mm-hmm. Ils vont-tu dire « Ah ouais, ça c'était courtier numéro 1 chez Remax dans tel... » C'est encore lisse de ça. Là. À moins que tu aies juste ça dans ta vie. Moi, heureusement, j'ai pas juste l'immobilier dans ma vie, mais qu'est-ce que le monde va dire? Ouais. Fait que ça, je pense, qu'est-ce que le monde va dire à mes funérailles? Puis combien vont être là? Tu sais? Combien ils vont se présenter et faire comme je vais aller me toucher de telle façon, telle façon. Ouais. C'est deep, ça? T'as une belle Ferrari, t'as la plante, tu décèdes sur le coup, t'avais une petite belle Ferrari, une petite belle maison. Il y a 3 personnes à tes funérailles, t'es comme... compte de banque qui est plein tête. Ça s'en va à fiducie. Ça s'en va à fiducie. Tout ça pour ça. Puis là, ça fait 1h36 qu'on parle. I guess on va wrapper up, mais je veux... Pour la vision, tu sais, t'as parti de l'automobile, t'avais déjà un plan pour l'équipe. Là, l'équipe, c'est faite. L'immobilier, ça va bien. T'as-tu d'autres projets futurs? Ben là, j'ai un OnlyFans qui devrait... Oh! Hey, ça va pogner, ça. Ça va pogner, ça. Non, ben, tu sais, oui, j'ai un paquet de plans. C'est tout le temps un peu le... tu sais, on est en croissance dans l'équipe. Ouais. On veut-tu faire de l'expansion pour faire de l'expansion? C'est tentant de dire... Puis, tu sais, c'est une culture... tu sais, moi aussi, j'en consomme du stock sur les réseaux sociaux. C'est une culture de grind, puis de grossir, puis de ci, puis de ça. Puis, c'est tentant de dire comme... Hey, j'aimerais ça qu'on soit 10 courtiers à la fin de l'année, tu sais. Mais est-ce que ultimement tout le monde va être heureux là-dedans? Non, on en parlait un peu justement tantôt off-cam. Je pense que c'est de continuer à solidifier ce qu'on a, de continuer à bien performer, puis juste que tout le monde soit heureux. T'sais. La journée qu'on va être comme hey man, OK, on est trop dans le jus, il faut qu'on grossisse, bien ça sera ça. T'sais. Ou si la bonne personne se présente, bien, il va avoir une place. Mais sinon, en ce moment, c'est encore de solidifier puis continuer à faire nos preuves aussi, puis à manger nos croûtes jusqu'à un certain point, parce qu'on est encore des bébés dans le domaine. Des investissements immobiliers, c'est sûr. Je veux acheter un immeuble par année. Nice. Encore cette année. Très beau plan. Ouais, c'est ça. Puis Chris Podcast, man, ça continue. Ouais, ça, c'est un autre beau projet. 60 épisodes. Ben combien? 60? Là, hier, j'ai enregistré le 65. 65. Ouais. Puis tu m'as parlé des stats là, après 20. C'est fou, man. Mais tu sais, après ça, c'est la stats de n'importe quel business ou projet, tu sais. Mm-hmm. En immobilier, la stat, ça doit être ça. Après 5 ans, il doit y avoir 80% des courtiers qui ont arrêté. Ouais, super bon ton podcast. Je l'écoute souvent. Le podcast sur Moon sur YouTube. Puis sinon, ben, des projets personnels de course. Ouais. Plus de voyages. Plus de voyages. Puis là, j'ai séparé, j'ai 2 chaînes YouTube, là, pour l'immobilier puis le podcast. Mm-hmm. Là, j'en ai parti une pour la course. Le trail. Nice. Tu sais, en toute humilité, dans le sens que c'est vraiment juste pour le fun, mais comme... Ben, encore là, l'importance de mettre quitter de l'avant. Tu vas tellement aller chercher des gens qui vivent avec la trail et tout ça. C'est le fun. Ça peut être le fun de se mettre de l'avant sur les réseaux sociaux, vraiment. Là, si tu le fais. Ben, moi, j'aime ça. Là. J'adore ça.